À l'heure actuelle, si la Station spatiale internationale venait à subir une dépressurisation, une capsule de sauvetage pourrait atteindre l'équipage en quelques heures. Cette mince marge, ce murmure d'espoir, c'est ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils pensent à l'espace. Mais franchissez une ligne invisible, située à seulement 400 000 km, et tous les filets de sécurité commencent à s'effilocher. Plus loin encore, le soleil lui-même s'estompe pour devenir une lampe lointaine. Les radios commencent à mentir sur le présent, et les outils du sauvetage deviennent inaccessibles. Peu importe à quel point on crie fort, l'espace ne devient pas plus terrifiant, parce que le nombre d'individus augmente. Cela devient de plus en plus terrifiant, car chaque seuil franchi supprime silencieusement un élément qui vous maintenait en vie. Et une fois que ces seuils se referment derrière vous, ils ne se rouvrent pas. Pas pour vous, pas pour personne. Si vous trouvez ce genre d'angoisse cosmique qui se dévoile lentement aussi fascinant que moi, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner. Cela aide vraiment plus que vous ne le pensez, et cela permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Avant de commencer, sachez que nous sommes désormais disponibles en direct sur Spotify. Le lien se trouve dans la description si vous souhaitez nous écouter où que vous soyez. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. À 408 km au-dessus de votre tête en ce moment même, 7 personnes se trouvent à l'intérieur d'un cylindre métallique de la longueur d'un terrain de football américain. Leur orbite leur permet de faire le tour de la Terre en environ 92 minutes, ce qui signifie qu'au cours d'une seule journée, ils voient 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil. Toutes les 24 heures, le soleil se lève et se couche sur leurs fenêtres, à peu près autant de fois qu'il se lève et se couche au cours d'un mois calendaire complet, pour le reste d'entre nous. Ils vivent dans le vide. Tout ce qui n'était pas scellé à l'intérieur de leur module pressurisé gèlerait ou bouillirait, selon qu'il était orienté à l'opposé du soleil ou vers lui. Si la totalité du mur extérieur de leur maison se fissurait, même d'une largeur de main, la perte de conscience surviendrait en une quinzaine de secondes, et la mort peu après. Selon toute définition sensée, les astronautes de la Station spatiale internationale vivent dans l'espace. Ils portent ce mot avec fierté. Leurs écussons l'indiquent, les caméras le montrent. Et lorsque les jeunes étudiants avec lesquels ils discutent par liaison radio leur demandent ce que cela fait d'être dans l'espace, ils sourient et répondent « c'est l'espace ». Ils disent la vérité. Mais ils sont aussi, en un sens très réel, toujours à l'intérieur de la Terre. Voilà le paradoxe qui doit se trouver au cœur de tout ce qui suit. Car dans la histoire du voyage vers l'extérieur, l'orbite terrestre basse n'est pas la frontière. C'est la dernière adresse où le service postal effectue encore des livraisons. C'est le dernier endroit où les voisins peuvent vous entendre crier. C'est la dernière pièce de la maison humaine. Et les astronautes qui s'y trouvent profitent encore de la chaleur invisible des murs, qu'ils en soient conscients ou non. Considérez ce qui se passe réellement à 400 km d'altitude. L'ambiance n'est pas retombée. Elle s'est tellement diluée que la pression est proche du vide en laboratoire. Mais les molécules d'air individuelles continuent de monter là-haut en nombre suffisamment important pour exercer une légère traction sur la station. C'est cette résistance qui oblige parfois l'équipage à actionner les propulseurs pour rehausser l'orbite. La Terre attire littéralement leur maison vers elle, toute la journée, tous les jours, et les ingénieurs doivent résister. Il s'agit du premier miracle discret de l'orbite terrestre basse qu'aucun schéma dans un manuel scolaire ne parvient jamais à retranscrire correctement. La station ne flotte pas paisiblement dans un océan de néant. On le tire. Elle est en cours de suspension. Elle n'est pas vraiment partie. Cette légère traction est une forme de connexion. Il en existe d'autres, et chacune d'elles est une forme de protection dont le voyageur ne réalise pas qu'il portait jusqu'au jour où il s'en débarrasse. La protection la plus importante à cette altitude est celle qu'aucun astronaute ne peut voir, toucher ou ressentir, mais qui les empêche de cuire lentement et de manière invisible. La Terre tourne sur son noyau de fer en fusion comme une énorme dynamo chaude. Et ce mouvement génère un champ magnétique qui s'étend dans l'espace autour de la planète, prenant une forme approximativement semblable à une larme. Les scientifiques appellent la région délimitée par ce champ la magnétosphère. Du côté exposé au Soleil, le vent solaire comprime cette larme vers l'intérieur
jusqu'à ce qu'elle se trouve à environ 10 rayons terrestres. Du côté opposé, le champ magnétique s'étire en une longue queue, parfois entraînée par des centaines de radiofréquences terrestres dans un souffle solaire. La magnétosphère n'est pas un dôme solide. Il s'agit d'un ensemble de lignes de champs magnétiques qui captent les particules chargées et les redirigent principalement vers les pôles où elles perdent leur énergie dans la haute atmosphère et colorent le ciel d'aurores boréales. Chaque reflet vert au-dessus de l'Alaska, chaque rideau rouge au-dessus du nord de la Norvège témoignent du travail quotidien silencieux du champ magnétique terrestre, capturant les projectiles cosmiques qui, autrement, frapperaient une peau non protégée. Les astronautes de la Station spatiale internationale orbitent presque entièrement à l'intérieur de cet abri magnétique. Elle se situe profondément à l'intérieur de la larme, bien en dessous de la région où le champ magnétique s'affaiblit considérablement. Le résultat est que la majeure partie des rayonnements réellement dangereux provenant de l'espace ne peut tout simplement pas les atteindre. Les rayons cosmiques galactiques, qui sont ces particules de haute énergie extrêmement puissantes provenant d'anciennes supernovae situées ailleurs dans la galaxie de la Voie lactée, sont en grande partie déviées. Les particules énergétiques solaires, qui sont les protons projetés vers l'extérieur chaque fois que le Soleil est en colère, sont pour la plupart capturées ou déviées. Il reste une dose de fond supérieure à celle que nous subissons au niveau de la mer, mais elle reste gérable. Les astronautes qui passent 6 mois à bord de la station accumulent généralement une dose de radiation comprise entre 80 et 160 millisecondes. Plusieurs fois ce qu'un travailleur de l'industrie nucléaire est autorisé à percevoir en une année complète sur le terrain. Ce chiffre paraît inquiétant jusqu'à ce qu'on le compare à ce qui se joue à plus long terme. Lors de la mission Artemis 1, qui a survolé la Lune sans équipage mais lourdement instrumentée fin 2022, la capsule Orion a enregistré des taux de dose de rayons cosmiques interplanétaires qui étaient en fait légèrement inférieurs aux estimations précédentes concernant l'espace lointain, mais qui étaient tout de même sensiblement supérieurs à ce qu'un séjour de durée comparable à bord de la station spatiale aurait permis d'obtenir. Et c'était pour une mission d'environ 25 jours. Si l'on étend une mission aller-retour à la surface de Mars sur environ 900 jours, les chiffres commencent à se heurter de plein fouet à toutes les limites de carrière jamais fixées par les agences spatiales. Mais cela représente un danger pour la suite de l'histoire. Les astronautes à bord de la station ne sont pas encore arrivés. Ils sont toujours à l'intérieur de l'abri. Le champ magnétique continue d'agir au-dessus de eux. L'espace qui les entoure paraît noir et infini à travers les hublots. Mais la protection de la Terre enveloppe discrètement leur vaisseau spatial en permanence. Il y a ensuite la deuxième connexion, celle que vous expérimentez vous-même à chaque fois que vous envoyez un message. Si un astronaute à bord de la station souhaite parler à son conjoint à Houston, il ouvre son ordinateur portable et compose le numéro. Il ne s'agit pas d'un appel téléphonique tout à fait normal. Il transite par un réseau de satellites relais appelé système de poursuite et de relais de données par satellite, puis redescend vers une station au sol sur Terre et enfin, via les réseaux terrestres, jusqu'à la cuisine familiale. Mais le trajet aller-retour complet, des lèvres en orbite aux oreilles sur Terre, prend moins d'une seconde. Pour la personne assise en face de lui, la conversation semble banale. Les délais sont si courts qu'ils peuvent plaisanter, se disputer, chanter pour les enfants, raconter des histoires au coucher en temps réel. Lorsque les astronautes jouent de la musique avec des enfants dans les classes situées en contrebas, les élèves ne remarquent pratiquement aucun décalage. Cette conversation instantanée n'est pas un luxe. Il s'agit de l'un des dispositifs de sécurité les plus importants en orbite terrestre basse et son importance psychologique est difficile à surestimer. Si un boulon se bloque lors d'une sortie extravéhiculaire, un ingénieur au sol peut guider l'équipage vers une solution de contournement pendant que le problème est encore en train d'apparaître. Si une personne là-haut commence à se sentir mal, un médecin de vol peut lui poser des questions, entendre sa respiration et voir son visage, au même instant où l'astronaute demande de l'aide. Le moindre détail qui pourrait se défaire en orbite est surveillé par une salle remplie de personnes qui voient l'événement se produire au moment même où il se produit. Le centre de contrôle des missions à Houston ne se contente pas de surveiller la station. Il s'agit en quelque sorte d'un mouvement concomitant. Les consoles affichent la température de chaque circuit de refroidissement, la pression dans chaque module et la position de chaque vanne.
Toute anomalie qui commence à se développer est très souvent remarquée sur le terrain avant même que l'équipage ne se rende compte que quelque chose cloche. Des ingénieurs dont toute la carrière est consacrée à un sous-système spécifique sont prêts à vous aider. Si votre travail consiste à tout savoir sur la façon dont l'ammoniac circule dans les radiateurs externes, alors une étrange indication de pression fait partie de votre tâche. Et vous la scrutez avant même que les astronautes à l'intérieur aient fini leur petit déjeuner. Il s'agit d'une forme de protection tellement intégrée aux vols spatiaux modernes qu'on la nomme à peine. Mais elle existe à tous les niveaux. Les yeux humains nous observent en permanence. Les voix humaines peuvent toujours répondre. Ce lien n'est pas quelque chose que la Terre offre par le biais de la physique ou du magnétisme. C'est quelque chose que la Terre fournit par le biais de ses infrastructures. Un réseau très coûteux, très fragile, mais aussi très fiable, composé de stations au sol, de satellites, de protocoles et de personnes qui se soucient profondément de l'équipage en orbite. Et maintenant, la troisième forme de protection, celle qui compte le plus lorsque les choses tournent mal. À tout moment, un vaisseau spatial est amarré à la Station spatiale internationale sans pour autant être là pour livrer quoi que ce soit. Il est là au cas où l'équipage aurait besoin de partir. Lorsque les cosmonautes russes arrivent à bord d'une capsule Soyouz, celle-ci reste attachée à la station pendant toute la durée de leur séjour. Lorsque des astronautes américains, européens ou japonais arrivent à bord d'une capsule SpaceX Dragon, celle-ci reste attachée à la station pendant toute la durée de leur mission. Il y a toujours un canot de sauvetage. Il y en a toujours plus d'un. Ceci n'est pas de la décoration. En 2022, l'une des capsules Soyouz amarrées à la station a subi une fuite de liquide de refroidissement, et l'ensemble du programme a dû rapidement évaluer si l'équipage qui s'y était rendu serait toujours capable de redescendre en cas d'urgence. Des plans de secours ont été élaborés. Une autre capsule Soyouz vide a finalement été acheminée pour remplacer celle endommagée. Le fait est que cette option était réelle et qu'elle a été considérée comme absolument non négociable. On ne peut pas avoir des humains à bord de la station sans leur donner les moyens de rentrer rapidement chez eux. À quelle vitesse est rapide? Une opération de désamarrage, de désorbitation et de rentrée atmosphérique à l'aide d'une fusée Soy peut être réalisée en environ 3 heures et demie à partir du moment où la décision est prise. Une capsule Dragon suit une chronologie similaire. Dès l'instant où un astronaute s'installe dans son siège et abaisse son harnais, il pourrait se retrouver sur Terre, à bord d'un vaisseau de récupération, avant même le prochain repas prévu au programme de la station au sol. C'est étonnant quand on y réfléchit. Si le toit fuit, que les murs se fissurent, que les alarmes hurlent et que le système de survie lâche, l'équipage de la Station spatiale internationale peut rentrer chez lui en moins de temps qu'en une journée de travail. Comparez cela à n'importe quelle distance au-delà de la Lune, et sa générosité en devient presque incroyable. Il n'existe aucun autre endroit dans l'espace où les humains soient allés, où ils pourraient être de retour sur Terre, avant même que leur café ait refroidi. L'orbite terrestre basse est le seul point de tout le trajet aller, où l'ambulance peut effectivement arriver. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'une urgence, lorsqu'il ne s'agit que des besoins quotidiens les plus banals, la quatrième forme de protection travaille tout aussi discrètement. Toutes les quelques semaines, un vaisseau cargo décolle de la Terre pour apporter des provisions à la station. Parfois, il s'agit d'un vaisseau Dragon de SpaceX transportant de la nourriture, des expériences scientifiques, des pièces de rechange et des petites friandises. Parfois, il s'agit d'un panneau Northrop Grumman. Parfois, il s'agit d'un Progrès russe. L'équipage attend ces livraisons avec la même impatience que les marins attendaient autrefois le retour au port. Des fruits frais arrivent, des chemises neuves, des lettres manuscrites des familles. Les équipements de musculation remis en état, dont les stocks soigneusement contrôlés de la station commencent à s'épuiser, arrivent comme prévu, ou presque. Et si un élément critique venait à se briser, la base aérienne peut construire un module de remplacement, le lancer et l'amarrer en quelques semaines. Il s'agit d'une forme de connexion si banale qu'on en oublie presque de la qualifier de protection. Mais c'en est une. Cela signifie que les astronautes à bord de la station n'ont pas à survivre uniquement avec les outils emportés au lancement. Ils peuvent être réapprovisionnés. Ils peuvent être rééquipés. Si un filtre se bouche et ne peut être nettoyé, un autre sera installé. Si un ordinateur portable tombe en panne, un autre prendra sa place. Si un médicament imprévu était nécessaire, il sera fourni. Considérez ces 4 liens ensemble et prenez un peu de recul.
La Terre protège les astronautes des pires radiations grâce à un champ magnétique invisible. La Terre leur parle en temps réel. La Terre leur tient en permanence une bouée de sauvetage sous la porte. La Terre reconstitue ses réserves toutes les quelques semaines. La station n'est pas une colonie spatiale. C'est une pièce située très haut dans le plus haut immeuble d'appartements jamais construit par l'humanité. Et tous les services desservant le rez-de-chaussée restent connectés. C'est pourquoi l'environnement psychologique à bord de la Station spatiale internationale est si remarquable. Les astronautes font état de solitude, oui, et ils rapportent l'étrangeté de ne jamais sentir l'odeur de la pluie. Et ils font état de la douleur des enfants disparus, mais ils évoquent très rarement le type spécifique d'angoisse que les missions plus longues engendrent, à savoir l'angoisse d'être véritablement hors de portée de toute aide. Là-haut, l'aide arrive toujours. Toujours. Si vous en avez besoin dans l'heure qui vient, l'aide est à portée de main. Si vous en avez besoin le mois prochain, une aide peut être acheminée par un ravitaillement. Si vous en avez besoin dans la minute qui suit, l'aide est une voix dans votre casque que vous connaissez par son nom. C'est cette illusion qu'il faut briser avec précaution, car l'orbite terrestre basse est à tous égards techniques un environnement hostile. Il n'y a pas d'air à respirer. La température varie de plusieurs centaines de degrés toutes les 90 minutes, entre les côtés ensoleillés et ombragés de la station. De petits débris, vestiges de décennies de lancement de satellites, obligent parfois l'équipage à se réfugier à l'intérieur des capsules amarrées. Les débris spatiaux à cette altitude constituent un problème grave et croissant. L'une des méthodes utilisées par la station pour gérer cette situation consiste simplement à s'écarter lorsque le radar de suivi prévoit un rapprochement. Le vide est bien réel, les radiations sont bien réelles. Le danger en cas de rupture des murs est immédiat et grave. Et pourtant, la station est habitée sans interruption depuis novembre 2000. Cela représente plus de 2 décennies et demie de présence humaine ininterrompue dans ce que beaucoup appellent familièrement l'espace. Aucun accident n'a jamais causé de décès à son bord. Tous les problèmes sérieux ont été résolus. Ce bilan de sécurité exceptionnel n'est pas dû à la chance. C'est le résultat direct de la synergie de chacune de ces 4 connexions. La protection magnétique atténue le rayonnement. La communication en temps réel permet de détecter les problèmes au plus tôt. Les canaux de sauvetage amarrés garantissent l'évasion. Un réapprovisionnement régulier empêche le système fermé de s'affamer. Retirez l'un de ces 4 éléments et les choses se compliquent. Retirez-les tous les 4 et la situation devient impossible. Et chaque pas significatif vers l'extérieur qui suivra ce moment les éliminera un par un dans un ordre précis. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder au-dessus de la station, plus haut que n'importe quelle orbite utilisée régulièrement par les humains. 2 régions de l'espace permettent de relier toute cette histoire. Elles sont appelées les ceintures de Van Allen et ont été découvertes par le tout premier satellite américain jamais lancé, Explorer 1, en 1958. James Van Allen, un physicien de l'université de l'Iowa, avait proposé d'emporter un compteur Geiger en orbite pour observer les niveaux de rayonnement auxquels serait confrontée la jeune ère spatiale. Et lorsque les données sont arrivées, le compteur semblait s'être tu à certaines altitudes. Ce n'était pas silencieux. Il était submergé. Il y avait tellement de radiation là-haut que l'instrument a saturé. 2 énormes régions en forme de beignet, composées de particules chargées, encerclèrent la Terre, piégées par le même champ magnétique qui protège les astronautes situés en dessous. La ceinture interne s'étend d'environ 1000 km à environ 6000 km d'altitude et est principalement composée de protons de haute énergie. La ceinture externe s'étend d'environ 13 000 km à environ 60 000 km d'altitude et est dominée par des électrons de haute énergie. Entre eux, il y a une période relativement calme. Au-dessus et autour d'eux, le champ s'affaiblit et finit par se dissiper. La Station spatiale internationale orbite en dessous de tout cela. Il est logé sous la ceinture intérieure, à l'abri. Mais tout vaisseau spatial quittant la Terre pour se rendre plus loin doit à un moment donné traverser les 2 ceintures. Il n'y a pas d'autre solution que de suivre une trajectoire extrêmement gaspilleuse. Ainsi, chaque mission ayant quitté l'orbite terrestre basse pour la Lune, Mars ou les planètes extérieures, a passé un certain temps à traverser une région de radiation naturellement piégée, qui rendrait malade ou tuerait un être humain non protégé. Le transit est rapide.
Heureusement, les systèmes modernes de planification de trajectoire permettent à une capsule rudimentaire de traverser les pires tapis roulants en quelques heures. Le vaisseau spatial Apollo a réalisé cette opération en moins de 2 heures à l'aller et au retour, et aucun des astronautes d'Apollo n'a subi d'effets aigus détectables des radiations à cause de cela. Lors de son vol d'essai sans équipage, la capsule Artemis 1 était équipée de détecteurs spécialement conçus pour mesurer ce qui se passe à l'intérieur de la cabine de l'équipage lorsque le véhicule traverse ces tapis roulants, et les données ont confirmé les modélisations des ingénieurs. Ces tapis roulants sont dangereux, mais on peut y survivre si l'on est rapide, protégé, et si l'on maintient le véhicule orienté de manière à ce que ses parois les plus denses soient face au flux le plus élevé. Mais ces courroies font autre chose, quelque chose dont on ne parle généralement pas dans le langage des risques. Elles marquent un seuil. Ils constituent le bord extérieur de l'abri. Il s'agit de la clôture située à la limite extérieure de la propriété. De l'autre côté de cette barrière, c'est encore la Terre qui assure l'essentiel du travail nécessaire pour vous maintenir en vie. De l'autre côté de cette barrière, l'attraction magnétique terrestre a presque complètement lâché prise. Et ce qui se trouve là-bas, c'est un environnement totalement différent. La Station spatiale internationale ne franchit jamais cette clôture. Chaque être humain ayant un jour vécu à bord de la station est resté à l'intérieur de l'abri, sous le toit magnétique, en contact permanent, à portée d'un canot de sauvetage pouvant le ramener chez lui en 3h30 et à bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement capable de lui envoyer tout ce dont il avait un besoin urgent lors du prochain lancement. C'est pourquoi la station procure cette sensation aux astronautes qui y vivent. Magnifique, immense, un peu solitaire, mais pas terrifiant. Pas le genre de terreur spécifique qui commence à grandir dès qu'on pousse plus haut. Et c'est plus haut encore que se trouve le reste de ce voyage. Chaque mission que nous allons suivre, chaque véhicule rudimentaire qu'une agence spatiale envisage d'envoyer dans l'espace au cours de la prochaine décennie commence par un lancement de fusée, arrive brièvement à une altitude très similaire à celle de la station, puis accomplit quelque chose qu'aucun engin spatial rudimentaire n'a fait depuis plus de 50 ans. Il allume ses moteurs une seconde fois et s'en va. L'atmosphère disparaît complètement. Elle laisse derrière elle la résistance des dernières fines molécules d'air terrestre. Cela signifie renoncer à la sécurité d'un trajet de 3h30 pour rentrer chez soi. Et surtout, elle remonte à travers les 2 grandes ceintures de rayonnement naturellement piégées et se dirige vers l'autre côté, dans une région où le champ magnétique terrestre ne maintient plus le ciel stable. Le 1er avril 2026, 4 astronautes nommés Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen sont montés à bord d'un vaisseau spatial nommé Integrity au sommet d'une fusée du système de lancement spatial et ont fait exactement cela. Ils ont traversé les ceintures de Van Allen. Ils ont continué à grimper. Ils sont devenus les premiers êtres humains depuis décembre 1972 à s'aventurer au-delà de la protection du champ magnétique terrestre et à contempler la planète entière d'une distance inédite pour un être vivant avant eux. La mission s'appelait Artemis 2. Il s'agissait d'un survol lunaire et non d'un atterrissage. Cela a duré environ 10 jours, et c'est à presque tous les égards importants le moment où toute cette histoire commence véritablement. Car dès l'instant où le vaisseau spatial a franchi la limite extérieure des ceintures de Van Allen, tout ce que les astronautes de la Station spatiale internationale tenaient pour acquis a commencé à changer. La protection magnétique s'est amincie. Le spectre complet des rayonnements de l'espace profond a commencé à arriver. Le délai de communication, initialement imperceptible dans la musique, est devenu quelque chose que l'on pouvait réellement remarquer sur un chronomètre. L'idée d'un retour à la maison en 3h30 était devenue risible. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, le port de ravitaillement le plus proche était devenu totalement inaccessible. Tout ce qui suivra dans ce voyage vers l'extérieur commence là. La pièce la plus sûre, sur le trajet aller, se trouve à l'extrémité extérieure de ces ceintures. Au-delà s'étend un pays qui commence paisiblement et devient lentement plus étrange tous les 10 000 km d'altitude. Pour comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'un équipage franchit ce seuil, nous devons suivre ces 4 astronautes jusqu'à l'extérieur. Et lorsque nous le faisons, nous commençons à voir quelque chose auquel personne à bord de la Station spatiale internationale n'a jamais eu à faire pleinement face.
La prise de conscience que la Terre faisait plus pour eux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La fusée Space Launch System, qui a propulsé Integrity depuis son pas de tir au Centre spatial Kennedy le 1er avril 2026, est la fusée la plus puissante que le programme spatial américain ait jamais utilisée avec des humains à bord. Elle génère une poussée au décollage supérieure à celle de la Saturn V qui transportait les astronautes d'Apollo. Ça brûle plus fort. Ces 4 moteurs principaux, issus de la même famille que ceux qui propulsaient autrefois la navette spatiale, produisaient ensemble une poussée qui faisait trembler toutes les fenêtres à des kilomètres à la ronde et laissait un grondement sourd et continu que les habitants des villes côtières voisines ressentaient dans leur poitrine avant même que leurs oreilles puissent le nommer. Pendant les 2 premières minutes de vol, ce véhicule a déversé dans le ciel une énergie suffisante pour alimenter un pays de taille moyenne. Et elle en avait besoin de chaque élément, car la mission qu'elle effectuait n'était en aucun cas une mission vers un lieu comparable à celui où se trouve la Station spatiale internationale. C'était une mission d'exploration. Cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît. Chaque lancement depuis la Terre commence de la même manière. La fusée franchit la tour, bascule sur sa trajectoire prévue et se place sur une orbite initiale à environ 200 km d'altitude. Pour la plupart des missions de l'histoire humaine, cette orbite initiale ne marque pas seulement le début du voyage. C'est le voyage dans son intégralité. Les véhicules rudimentaires, à destination de la station, affinent simplement leur orbite jusqu'à ce qu'ils puissent rejoindre l'avant-poste spatial, s'y amarrer et y rester. Les véhicules de transport de marchandises font de même. Même les satellites qui atteindront par la suite des altitudes beaucoup plus élevées passent généralement un certain temps sur cette orbite initiale basse pour vérifier leur système avant de rallumer leur moteur. Artemis II a passé environ 90 minutes dans la partie la plus sûre de l'espace, la magnétosphère enveloppant toujours la capsule et le sol pouvant encore communiquer avec l'équipage comme s'ils étaient au bout de la rue. Puis l'étage supérieur de la fusée s'est allumé une seconde fois et tout a changé. Les ingénieurs appelaient cela une injection translunaire, une expression suffisamment technique pour masquer sa véritable nature. Elle propulse le véhicule vers l'extérieur, pas vers le haut, vers l'extérieur. Le changement de vitesse dû à la combustion est énorme, ajoutant environ 3 km/s à la vitesse du vaisseau spatial. Et une fois la mission achevée, la trajectoire du vaisseau spatial n'est plus un cercle autour de la Terre. Elle se transforme en une longue ellipse étirée qui s'étend jusqu'à la distance de la Lune et au-delà. À partir de cet instant, la capsule n'est plus en orbite autour de la Terre au sens propre du terme. Elle s'en éloigne, s'élevant lentement contre la gravité, perdant de la vitesse pendant la montée, et s'élevant dans une région du ciel que la Station spatiale internationale n'a jamais approchée. Au cours des premières heures de cette ascension, Integrity et ses 4 astronautes franchissent la limite extérieure des ceintures de Van Allen. Rappelons que les ceintures sont les 2 grands réservoirs en forme de beignets de particules à haute énergie piégés et maintenus en place par le champ magnétique terrestre. La ceinture interne est dominée par des protons de haute énergie. La ceinture externe est dominée par des électrons de haute énergie. Entre eux, il y a un créneau relativement calme. Au-delà, le champ s'affaiblit avec la distance et finit par perdre complètement son emprise sur le ciel. Les missions traversant cette région sont conçues pour la parcourir rapidement car la dose s'accumule avec le temps et les ceintures d'astéroïdes sont le dernier endroit où un véhicule rudimentaire voudrait s'attarder. Le vol Artemis I, qui a emprunté ce même couloir sans équipage fin 2022, transportait une série complète de détecteurs de radiation spécialement conçus pour mesurer ce qui se passe à l'intérieur de la cabine de l'équipage lorsque le véhicule traverse les tapis roulants. Ces données étaient révolutionnaires et allaient façonner les vols spatiaux rudimentaires pour des décennies. Dans la zone la plus critique à l'intérieur de la capsule, lors du passage à travers la ceinture de protons, les débits de dose ont atteint environ 287 microgrades par minute. Dans le meilleur emplacement, à l'abri à l'intérieur de la géométrie de l'abri anti-tempête du vaisseau spatial, le même événement a été enregistré à seulement environ 134 microgris par minute. Même véhicule, même instant, une différence d'un facteur 2 entre un siège et l'autre. Et lorsque les ingénieurs ont repositionné l'ensemble du vaisseau spatial lors d'un des transits, de sorte que ses parois structurelles les plus denses soient face au rayonnement entrant,
Les débits de dose dans certains détecteurs ont diminué de près de moitié. C'est ce genre d'ingénierie qui permet aux équipages de rester en vie. Mais c'est aussi, et c'est important, un aperçu de la philosophie qui devra guider chaque étape du voyage à partir de maintenant. En orbite terrestre basse, le rayonnement était principalement un problème que la Terre devait résoudre, et elle l'a résolu grâce à son champ magnétique. Au-delà des ceintures d'astéroïdes, les radiations deviennent le problème du vaisseau spatial, et celui-ci doit le résoudre grâce à sa masse, son orientation, son timing et son espoir. Au-delà de la limite extérieure des ceintures de Van Allen, la protection magnétique de la Terre ne disparaît pas d'un coup. Il s'amincit. Le champ s'affaiblit avec la distance de manière progressive et physique. Et lorsqu'un vaisseau spatial se trouve à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de distance, le protecteur magnétique, qui était si efficace à 400 km, n'est plus qu'un murmure. Et dans cet abri de plus en plus fin, l'environnement radiatif complet de l'espace interplanétaire commence à pénétrer. Cet environnement a deux sources distinctes, et il est essentiel de les maintenir séparées, car ce sont des animaux très différents. Le premier, c'est le Soleil. Pendant la majeure partie de son existence, le Soleil est une étoile relativement stable, qui déverse de la lumière et un vent de particules chargées que le champ magnétique de notre planète dévie facilement. Mais de temps en temps, surtout à l'approche du pic de son cycle d'activité d'environ 11 ans, le Soleil connaît une mauvaise journée. Un nœud magnétique à sa surface se déclenche. L'énergie qui était stockée dans des champs magnétiques torsadés est libérée d'un seul coup, et une bouffée de particules chargées, principalement des protons, accélère vers l'extérieur du système solaire à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Si ces particules atteignent un véhicule rudimentaire au-delà de la magnétosphère et que l'équipage n'est pas protégé, la dose corporelle totale peut augmenter suffisamment vite pour provoquer un syndrome d'irradiation aiguë. Lors des pires éruptions solaires historiques, les doses auraient suffi à tuer sur le coup un astronaute non protégé. La mission Artemis II a été délibérément programmée à une période proche du pic du cycle solaire actuel. Ce n'était pas de la négligence, c'était une stratégie, car la seconde source de rayonnement spatial, la plus insidieuse, diminue en réalité lorsque le Soleil brille intensément. La seconde source est appelée rayonnement cosmique galactique. Il provient de l'extérieur même du système solaire. La majeure partie provient d'anciennes explosions de supernovas survenues ailleurs dans la galaxie de la Voie lactée. Et ces particules ont été accélérées à travers l'espace pendant des millions d'années par des processus qui rendent même nos pires éruptions solaires modestes. Chaque particule de rayon cosmique galactique transporte une énergie extraordinaire. Certains d'entre eux sont des noyaux atomiques lourds, du fer, du silicium, de l'oxygène, et d'autres éléments se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, capables de percer les parois métalliques des vaisseaux spatiaux, la peau, les cellules et l'ADN en une seule ligne droite et en un seul instant. On ne peut pas se protéger des rayons cosmiques galactiques de la même manière qu'on se protège des protons solaires. En fait, si vous essayez, vous risquez d'aggraver la situation. Lorsqu'un de ces noyaux de fer percute la paroi en aluminium d'un vaisseau spatial, il ne s'arrête pas simplement, il se brise. Et cela pulvérise tout ce qui se trouve à proximité. Et les fragments continuent leur course vers l'intérieur sous forme d'une gerbe de particules secondaires, notamment des neutrons, qui sont eux-mêmes biologiquement dangereux. Si l'on ajoute trop de blindage conventionnel, la pluie de fragments qui atteint l'équipage à l'intérieur peut dépasser ce que la particule initiale aurait déposé d'elle-même. Il s'agit là de l'un des problèmes d'ingénierie les plus épineux de toute l'histoire du vol spatial. C'est un danger qui résiste à la solution intuitive. La seule chose qui réduit les rayons cosmiques galactiques, c'est la musique. Paradoxalement, un soleil en colère. Lorsque le soleil est actif, son champ magnétique s'étend plus loin et exerce une pression plus forte vers les confins du système solaire. Et les turbulences complexes engendrées par cette influence étendue déviennent une partie des rayons cosmiques galactiques incidents, les éloignant des planètes internes. Lors du minimum solaire, c'est l'inverse qui se produit. Le soleil musique s'apaise, son influence magnétique se contracte, et les rayons cosmiques galactiques pénètrent plus librement à l'intérieur. C'est pourquoi Artemis II a volé au moment du maximum solaire. Les responsables de la mission
ont accepté le risque plus élevé d'un événement de particules solaires en échange d'une dose de rayonnement de fond plus faible provenant de l'extérieur de la galaxie. Et ils ont construit le vaisseau spatial avec un abri anti-tempête afin que, si le Soleil entrait en éruption pendant le vol, l'équipage puisse se réfugier dans la partie la plus protégée du véhicule et survivre à l'éruption. Dans le cas d'Orion, cet abri anti-tempête n'est pas un module séparé. Il s'agit d'un repositionnement de l'équipage et d'un réaménagement des sacs de rangement, des conteneurs d'eau et du matériel autour des 4 astronautes, de sorte que la masse disponible la plus dense se trouve entre eux et le rayonnement entrant. Lorsque les physiciens solaires au sol détectent les premiers signes d'une éjection de masse coronale se dirigeant vers le véhicule, ils envoient un avertissement par radio. L'équipage dispose au mieux de quelques dizaines de minutes, parfois seulement de quelques minutes, en fonction de la géométrie et de l'énergie des particules qui arrivent. Durant cette période, ils grimpent dans l'abri et y restent jusqu'à ce que le sol les libère. Les astronautes qui se sont entraînés pour cela la décrivent comme l'une des expériences les plus étranges de tout le programme de simulation. Vous êtes entassés dans un petit volume avec vos coéquipiers, incapables de faire grand-chose, attendant qu'une vague de particules invisibles arrive d'une source située à 150 millions de kilomètres. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de vibration. L'aiguille du dosimètre monte progressivement, puis au bout de quelques heures, elle s'arrête. Et finalement, le sol témoigne que l'événement est terminé. Vous vous retrouvez dans un véhicule qui est resté inchangé. Le Soleil est exactement le même qu'hier, mais votre dose de carrière accumulée a évolué en un seul après-midi d'une quantité mesurable, qui vous suivra dans toutes vos décisions futures concernant le nombre de missions que vous pourrez effectuer en toute sécurité et la durée pendant laquelle vous pourrez vivre en toute sécurité dans l'espace profond. Aucun de ces calculs n'existait pour l'équipage de la Station spatiale internationale. Aucun de ces problèmes ne les concernait. Leur plafond magnétique a géré toute cette opération complexe sans qu'on ait à le demander. Mais pour les 4 astronautes à bord d'Integrity, et pour tous les équipages qui les suivront lors de leur prochaine mission, les radiations sont désormais un élément qui doit être activement géré. Heure après heure, orientation après orientation, jour après jour. Chaque panneau de paroi du vaisseau spatial contribue ou nuit selon la direction du rayonnement incident. Chaque tâche effectuée par l'équipage à l'intérieur du véhicule comporte des risques potentiels. Et chaque jour supplémentaire passé dans cet environnement représente un jour de dose cumulative supplémentaire qui suivra ces astronautes tout au long de leur vie biologique. C'est la première chose qui vous quitte lorsque vous franchissez le cap des ceintures, la conviction que les radiations sont le problème de quelqu'un d'autre. La deuxième chose qui vous quitte, c'est l'illusion que la Terre peut vous aider en temps réel. Les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière, une limite inhérente à la physique de l'univers lui-même. Rien ne peut véhiculer d'informations plus rapidement. Pour un vaisseau spatial en orbite terrestre basse, à 400 km d'altitude, le temps de trajet de la lumière jusqu'au sol est d'environ 1 et 3 millisecondes. Imperceptible pour tout être humain pour un vaisseau spatial proche de la Lune, à une distance d'environ 384 000 km. Le même signal met environ 1 seconde et quart pour un aller simple et environ 2 secondes et demie pour un aller-retour. C'est petit, mais perceptible, suffisamment longtemps pour que la conversation prenne un rythme légèrement artificiel. Vous parlez. Vous faites une pause, la réponse arrive. Vous faites une nouvelle pause. Lors des missions Apollo, les ingénieurs et les astronautes s'entraînent à parler en phrases légèrement plus longues et plus autonomes, afin qu'aucun des deux ne puisse interrompre l'autre par accident. Cela fonctionne, et au bout d'un certain temps, le cerveau humain s'adapte au rythme et oublie de le remarquer. Mais ce n'est qu'un avant-goût, car la Lune est proche, presque gênante à l'échelle du voyage aller. La prochaine destination concrète que tout programme de recherche rudimentaire envisage sérieusement est Mars. Et Mars se situe à des distances qui commencent à environ 55 millions de kilomètres au plus près et s'étendent jusqu'à plus de 400 millions de kilomètres au plus loin. Le temps de trajet de la lumière varie en fonction de la géométrie des orbites des deux planètes, mais au point de rapprochement le plus proche, le signal aller simple prend environ 3 minutes. Dans les conditions les plus extrêmes, lorsque Mars se trouve de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre,
Le trajet peut durer jusqu'à 22 minutes, ce qui signifie qu'une conversation aller-retour entre un équipage sur Mars et le centre de contrôle de mission pourrait prendre près de 44 minutes pour un seul échange. Essayez d'imaginer ce que cela implique pour la relation entre un vaisseau spatial et le sol. Vous ne pouvez pas avoir de conversation, vous pouvez uniquement échanger des messages. Vous envoyez une question, va faire autre chose. Près d'une heure plus tard, la réponse arrive. Si la réponse est bonne, vous agissez en conséquence. Si ce n'est pas le cas, vous posez une question de clarification et vous attendez à nouveau. Si un élément du véhicule commence à dysfonctionner pendant cette heure d'attente, le sol n'en est pas encore informé. Si le centre au sol détecte un signal d'alerte dans les données télémétriques, indiquant un début de panne, l'équipage ne le saura pas pendant toute la durée du signal sortant. Quoi que les astronautes choisissent de faire entre-temps, ils le feront sans l'aide des spécialistes qui pouvaient autrefois leur parler à l'oreille en temps réel. Il s'agit de la deuxième protection qui se détache au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre de la Terre. Par le contact radio lui-même, ça fonctionne toujours. Le réseau d'antennes gigantesques, qui assure la surveillance de l'espace lointain, peut capter un murmure provenant d'engins spatiaux situés à des milliards de kilomètres de distance. La communication au sens brut perdure. Ce qui prend fin, c'est l'illusion que la Terre est avec vous. Le sol devient un lieu qui lie votre passé et anticipe votre avenir, sans jamais vraiment rattraper votre présent. Les astronautes ayant participé à des missions où ce retard est devenu perceptible l'ont décrit d'une manière étrangement cohérente. Ils disent que la Terre semble devenir un endroit légèrement moins réel. Tout le monde à la maison parle encore, mais ils parlent toujours d'une époque qui n'existe plus. Et peu à peu, à mesure que le retard s'allonge et que les jours de la mission s'écoulent, l'équipage commence à se faire confiance et à faire confiance à son propre jugement d'une manière qu'il n'avait jamais eu à faire sur la station. La mission Artemis II n'a pas rencontré ces retards. C'était suffisamment proche de chez moi pour que les conversations paraissent presque normales. Mais chaque mission qui ira plus loin le fera. Et les équipages s'y entraînent déjà. Les simulations des futures missions martiennes imposent délibérément le délai de communication complet aux astronautes en formation. Et les résultats sont révélateurs. Les équipages apprennent à résoudre les problèmes entièrement à l'intérieur de leur propre véhicule. Ils apprennent à prendre des décisions médicales sans attendre l'avis d'un médecin de l'air au sol. Ils apprennent à accepter que lorsque la Terre finira par répondre, il se peut qu'elle ait manqué le moment où la réponse aurait eu de l'importance. Ce qui nous amène à la troisième protection qui vous quitte lorsque vous franchissez le seuil. Celle qui fait le plus mal, dans l'imagination et souvent dans la réalité. À bord de la Station spatiale internationale, si un astronaute est confronté à une grave urgence médicale, il peut se trouver à bord d'une capsule Dragon, se désamarrer de la station, décélérer à travers l'atmosphère et être hissé sur un navire de récupération équipé d'un hôpital dans l'océan Pacifique en environ 3 heures et demie à partir du moment où la décision est prise. La station elle-même possède une petite trousse médicale. Il est équipé d'appareils à ultrasons. Elle contient suffisamment de médicaments de base pour traiter les problèmes courants et stabiliser les cas graves. Mais son plus grand atout médical est la possibilité de renvoyer le patient chez lui. Cette possibilité disparaît brutalement dès qu'un vaisseau spatial quitte l'orbite terrestre basse pour se rendre n'importe où au-delà. L'équipage d'Artemis II, lors de son vol de 10 jours autour de la Lune, n'aurait pas pu être évacué si l'un d'entre eux avait développé une appendicite le 4e jour. Les 3 autres auraient dû les maintenir en vie grâce à leur formation médicale et aux outils disponibles à l'intérieur de la capsule, jusqu'à ce que la trajectoire de retour de la mission les ramène sur Terre. Il ne s'agit pas d'un échec de planification, c'est de la physique. Une fois que vous avez déclenché l'impulsion qui vous propulse vers la Lune, vous êtes sur une trajectoire qu'il est impossible d'inverser aussi facilement. Pour rentrer chez vous, il faut que la gravité de la Lune vous fasse pivoter et vous remette sur la voie du retour. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de trajet plus rapide. Toute crise médicale doit être gérée sur le lieu où elle survient. La démonstration la plus célèbre de cette réalité dans toute l'histoire des vols spatiaux habités s'est produite en avril 1970. Apollo 13 était en route vers la Lune, à environ 320 000 km de la Terre, lorsqu'un réservoir d'oxygène du module de service a explosé. Le module de commande
seul véhicule permettant à l'équipage de rentrer chez lui, a commencé à perdre de la puissance et de l'oxygène. Les ingénieurs au sol à Houston, travaillant avec les 3 astronautes à l'intérieur du vaisseau spatial endommagé, étaient confrontés à un problème simple à énoncer et presque impossible à résoudre. L'équipage n'a pas pu faire demi-tour. Ils suivaient une trajectoire qui les avait déjà engagés dans une rencontre lunaire. Même s'ils avaient voulu faire demi-tour et rentrer immédiatement, le seul moyen rapide de faire marche arrière aurait nécessité de mettre en marche le moteur principal du module de service endommagé. Ce que tout le monde s'accordait à dire être trop risqué, car personne ne savait quels autres systèmes avaient été compromis par l'explosion. La solution improvisée ensemble par l'équipe sur le terrain est devenue l'une des plus belles histoires d'ingénierie sous pression. L'équipage s'est installé dans le module lunaire, le petit engin d'atterrissage qu'ils avaient emporté pour se poser sur la Lune et qu'ils ont utilisé comme canot de sauvetage. Son système de survie, dimensionné pour 2 astronautes sur la surface lunaire pendant environ 2 jours, devait maintenir en vie 3 astronautes pendant près de 4 jours. Son moteur, conçu uniquement pour la descente et la remontée depuis la Lune, a dû être mis en marche pour modifier la trajectoire de l'ensemble. Les épurateurs de dioxyde de carbone destinés au module de commande ne correspondaient pas aux prises du module lunaire, et les ingénieurs au sol ont dû improviser une solution pour que l'équipage puisse fixer des filtres carrés dans des ouvertures rondes à l'aide de rubans adhésifs, de sacs en plastique et d'un tuyau arraché à une combinaison spatiale. L'équipage a suivi les instructions improvisées. Ça a marché. Tous les 3 sont rentrés à la maison. Cette histoire est célébrée à juste titre comme un triomphe de l'ingéniosité humaine, mais il est important de s'attarder sur ce qu'elle nous révèle réellement, sur la géométrie des vols spatiaux rudimentaires, au-delà des ceintures de Van Allen. La mission Apollo 13 a survécu car l'accident s'est produit dans un couloir très précis, lors d'une mission très précise, avec un équipement très spécifique qui pouvait être réutilisé comme abri et avec des délais de communication en temps réel d'environ 1 à 4 secondes dans chaque sens. C'est ce dernier détail que les gens oublient. Cela signifiait que les ingénieurs de Houston pouvaient véritablement expliquer les problèmes à l'équipe au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Chaque question a reçu une réponse en quelques secondes. Chaque solution proposée pourrait être discutée lors d'une conversation en direct entre le sol et le véhicule. L'équipage n'a jamais été véritablement seul face au problème. Tous les 3, ainsi que l'ensemble du bâtiment rempli d'ingénieurs à Houston, formaient en pratique toujours une seule et même équipe, travaillant ensemble à résoudre la même crise au même moment. Aucune de ces conditions ne sera présente lors d'une mission sur Mars. Aucun module lunaire ne sera attaché pour servir de canot de sauvetage. Il n'y aura pas de consultation en temps réel avec le terrain, et quel que soit le problème rencontré, il faudra le résoudre grâce à ce que l'équipage et le véhicule peuvent faire ensemble, dans le cadre d'une correspondance différée avec une planète d'origine dont les ingénieurs ne peuvent donner leur avis que sur des situations qui se sont terminées plusieurs heures avant que leur avis ne parvienne à destination. Apollo 13 ne constitue pas un modèle pour les futures situations d'urgence complexes au-delà de l'orbite terrestre basse. Apollo 13 est la dernière fois dans l'histoire de l'humanité qu'une grave situation d'urgence en milieu spatial lointain a été résolue avec la Terre activement impliquée. Chaque événement suivant se produira seul. Maintenant, étendons cela à une mission sur Mars. 900 jours représentent une durée raisonnable pour un voyage aller-retour vers Mars à l'aide d'un moyen de propulsion conventionnel. Environ 240 jours à l'aller, environ 500 jours à la surface, en attendant l'alignement planétaire et environ 240 jours au retour. Pendant tout ce temps, l'équipage se trouve à l'intérieur d'un vaisseau spatial à système fermé ou d'un habitat de surface à système fermé, musique et aucune mission de sauvetage ne peut les atteindre. Si une personne tombe gravement malade 6 mois après le début du voyage aller, il n'y a pas de secours. Les autres astronautes feront de leur mieux avec la formation et les fournitures dont ils disposent. Ils documenteront ce qu'ils apprennent et tout continuera que le patient survive ou non, car le véhicule ne peut pas faire demi-tour. Il s'agit de la 3e protection, qui dissout non pas la présence de la Terre, mais son emprise. La conviction que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se casse, quoi qu'un corps ou un système tombe en panne, doit être résolu avec ce qui se trouve déjà à l'intérieur des parois du vaisseau spatial.
Les astronautes, ayant effectué des missions de courte durée en orbite terrestre basse, décrivent la transition vers l'architecture des missions de type martien comme une sorte de répétition psychologique pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas pleinement imaginer. Ils connaissent les chiffres. Ils savent que s'ils partent, ils ne peuvent pas revenir sur demande. Tous ceux qui s'entraînent pour ces missions doivent assimiler ces connaissances pendant des années avant de pouvoir voler. Et tous ceux qui l'ont fait disent la même chose. Vous devez faire la paix avec le véhicule. Il faut lui faire confiance comme les marins faisaient confiance à la coque en bois d'un navire au milieu d'une traversée océanique. Non pas parce que le navire est invincible, mais parce que le navire est tout ce qui existe. La dimension médicale de cette autonomie mérite un examen plus approfondi, car c'est celle qui, le plus sûrement, brise l'imagination. Chaque architecture de mission de classe Mars étudiée sérieusement par une agence spatiale comprend un équipage de 4 à 6 personnes, dont au moins une, et de préférence 2, doivent être qualifiées pour effectuer un certain niveau d'intervention chirurgicale et dentaire. Non pas parce que ces interventions sont attendues, mais parce que l'alternative est impensable. Si un membre de l'équipage développe une appendicite au 100e jour d'une mission de 800 jours, l'appendice doit être extrait à l'intérieur du véhicule. Si quelqu'un se casse une dent, celle-ci doit être soignée par un autre membre d'équipage. Si quelqu'un se casse un os lors d'une chute, pendant un exercice d'entraînement à la surface de Mars, l'os doit être remis en place sur Mars. Si un membre d'équipage présente une réaction allergique grave à un aliment auquel il ignorait être allergique, un autre membre d'équipage doit lui administrer l'épinéphrine, gérer ses voies respiratoires et, si la réaction s'aggrave, le placer en couveuse à l'aide d'un équipement suffisamment petit et léger pour avoir été lancé depuis la Terre sans possibilité de transférer le patient vers un hôpital. Tous les médecins qui ont sérieusement réfléchi à ces problèmes arrivent à la même conclusion dérangeante. Certaines urgences médicales seront fatales lors d'une mission de type martien. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement mortelles sur Terre, mais parce que le traitement qu'elles requièrent ne peut être administré à bord d'un vaisseau spatial avec un équipage de 4 personnes en cas d'AVC ou de crise cardiaque survenant au mauvais moment. Certains types de hémorragie interne, certains types d'infections qui se propagent plus rapidement que les antibiotiques disponibles ne peuvent les contrôler. N'importe lequel de ces éléments pourrait tuer un astronaute qui aurait survécu au même événement dans une salle d'hôpital sur Terre. Et tous ceux qui participent à la planification le savent. Les équipages qui effectuent ces missions le savent aussi. Ils voleront malgré tout car ils ont décidé que la mission valait la peine de prendre le risque. Mais ils partiront en sachant pertinemment que si un certain type de jour funeste arrive, personne ne pourra les sauver. La mission se poursuivra avec une personne en moins et on n'en parlera qu'après la fin de la cérémonie organisée par l'équipage à bord du vaisseau. La 4e protection à disparaître est celle que nous n'appelons généralement pas une protection, mais qui permet à la station de rester habitable indéfiniment. Ravitaillement. Un système de maintien en vie en circuit fermé, aussi performant soit-il, n'est jamais vraiment fermé. Une partie de l'eau est perdue, une partie de l'air s'échappe, les filtres se saturent, les capteurs se dérèglent, les consommables s'épuisent, les machines s'usent. À bord de la Station spatiale internationale, rien de tout cela ne constitue un problème sérieux car, toutes les quelques semaines, un véhicule cargo arrive, avec tout ce qui a été utilisé et tout ce qui est cassé au-delà de la capacité de réparation de l'équipage. Si un filtre tombe en panne et ne peut être nettoyé, un autre sera installé lors du prochain lancement. Si une baie d'équipement cesse de fonctionner, les ingénieurs sur place en construisent une de remplacement et l'expédient. Le système de survie de la station n'est pas vraiment un système fermé. C'est un système qui fuit lentement, alimenté en continu par des livraisons. Aucun vaisseau spatial se dirigeant vers Mars ne sera équipé de ce flux. Ce qui accompagne l'équipage à bord représente, en pratique, presque tout ce dont ils disposeront pour l'ensemble du voyage. Une mission de ravitaillement lancée à leur poursuite prendrait presque autant de temps à arriver que le temps qu'il a fallu à l'équipage pour partir, et arriverait sur une planète où l'équipage était déjà en vie ou déjà mort. Le véhicule doit donc être construit avec des marges de sécurité, une redondance et un système de survie véritablement fermé au plus haut degré jamais atteint par l'ingénierie humaine. L'eau est récupérée de l'urine et de l'humidité de la cabine.
L'oxygène est régénéré à partir du dioxyde de carbone expiré lorsque cela est possible. Chaque produit consommable est considéré comme précieux. Chaque défaillance du cycle de recyclage est une urgence qui couve à petit feu. La mission Artemis II n'avait pas besoin de ce niveau d'ingénierie. 10 jours, c'est suffisamment court pour que l'équipage ait simplement emporté assez de consommables pour tenir le coup avec une marge de sécurité. Les missions Apollo ont fait de même. Mais chaque architecture de mission visant Mars, chaque proposition de conception de chaque agence spatiale sérieuse qui envisage d'y envoyer des humains doit résoudre le problème du système fermé pendant des mois et des mois sans possibilité de réapprovisionnement. Il s'agit d'un problème d'ingénierie d'un tout autre ordre. Et il s'agit aussi, discrètement, d'une psychologie différente. Car les astronautes qui le piloteront sauront que leur système de survie se décharge chaque jour et que personne ne viendra le recharger. Considérons ces 4 dissolutions ensemble. Le rayonnement cesse d'être un problème terrestre et devient un problème pour le vaisseau spatial. La communication cesse d'être une conversation et devient un échange différé de messages. Le sauvetage, qui consiste à rentrer chez soi en 3 heures et demie, devient impossible pendant toute la durée du vol. Le réapprovisionnement cesse d'être une livraison mensuelle régulière et devient quelque chose qui n'arrivera jamais. Telle est la nature de l'espace, situé entre les ceintures de Van Allen et la limite extérieure du système solaire interne. C'est ce qu'Artemis II a commencé à prélever lors de son vol de 10 jours. C'est à l'intérieur de cet entrepôt que toute mission de type martien vivra pendant des années. Et pourtant, et c'est ce qui rend ce processus d'expansion si lent, au point d'horrifier ceux qui l'étudient, aucun de ces changements n'est spectaculaire comme le montrerait un film. Il n'y a pas de mur que vous pouvez traverser en volant. Aucune alarme ne retentit. Le 2e jour de leur vol, les astronautes de la mission Artemis II regardant la Terre ont aperçu une petite sphère bleue et blanche suspendue à un hublot noir, d'une beauté à couper le souffle. Et ils l'ont vue parce que la Terre était encore, d'une certaine manière, là, tout près. La distance qui la sépare de cet endroit, environ 300 000 km à cette époque, est une distance que l'esprit humain peut à peu près concevoir. Le Soleil, vu du même point d'observation, paraissait avoir la même taille que depuis la plateforme du centre spatial Kennedy la semaine précédente. Les étoiles semblaient identiques, tout semblait à ce moment précis extraordinairement familier. L'horreur de quitter l'orbite terrestre basse est invisible à l'œil nu. C'est une information que les systèmes doivent recevoir. L'équipage s'en rend compte à la façon dont les médecins de vol ne répondent plus immédiatement aux questions. Du fait qu'un petit problème avec une vanne, qui sur la station aurait été résolu en 1 heure par 3 ingénieurs au téléphone, doit maintenant être réglé par les astronautes eux-mêmes pendant la majeure partie d'une journée. La façon dont le sol, lorsqu'il répond, dit parfois « Veuillez nous indiquer ce que vous avez déjà essayé », car nous ne pouvons pas voir l'état actuel assez rapidement pour le savoir. Le personnel de la station n'aura jamais besoin d'apprendre tout cela. L'équipe de la station est toujours à l'intérieur de la maison. L'équipe d'Artemis II a été la première en plus de 50 ans à pénétrer dans la cour. Et elle l'a fait en sachant que la cour n'est pas non plus la frontière. Au-delà du jardin, au-delà de la Lune, au-delà de l'orbite de Mars, au-delà de la ceinture d'astéroïdes qui entoure le système solaire interne, le ciel change à nouveau de caractère, d'une manière à laquelle aucune ingénierie ne peut préparer pleinement un vaisseau spatial. Car là-bas, la seule chose sur laquelle chaque mission alimentée à l'énergie solaire a toujours compté commence finalement et irréversiblement à défaillir. Le Soleil. Le même Soleil que les astronautes de la station voient se lever et se coucher 16 fois par jour. Le même Soleil qui fournit chaque watt d'électricité à chaque panneau de chaque véhicule rudimentaire ayant jamais volé commence à faiblir. Il existe un principe physique qui régit toute discussion sur le système solaire externe. Et il est important de le dire clairement dès le départ, car tout ce qui suit en dépend. L'intensité de la lumière solaire qui frappe un vaisseau spatial ne diminue pas progressivement à mesure qu'elle se propage vers l'extérieur. Elle diminue comme l'inverse du carré de la distance au Soleil. Doubler la distance, et la quantité de lumière solaire atteignant un panneau solaire diminue à 1/4 de ce qu'elle était. Quadrupler la distance, et elle tombe à 1/16e. Multiplier la distance par 10 et elle tombe au 100e rang. Ce n'est pas une courbe. L'intuition humaine s'en sort bien.
Nos sens sont habitués à un éclairage qui diminue de façon linéaire lorsqu'on s'éloigne d'une lampe. L'univers n'obéit pas. Selon les critères du Soleil, la distance n'est pas additive. La distance est multiplicative, et multiplicative de la manière la plus brutale qui soit. Réfléchissez à ce que cela signifie pour un vaisseau spatial quittant la Terre. Un panneau solaire qui génère 1000 de valeur à la distance orbitale de la Terre, soit une unité astronomique du Soleil, générera environ 430 watts sur l'orbite de Mars, située à environ 1,5 unités astronomiques. C'est déjà une perte considérable, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les missions vers Mars ont toujours dû faire preuve de prudence quant à la quantité d'énergie qu'elles pouvaient consacrer à une seule tâche. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe lorsqu'on va plus loin. À l'orbite de Jupiter, qui se situe à environ 5,2 unités astronomiques, ce même panneau solaire ne produit qu'environ 37 W, il a perdu plus de 96% de sa puissance de sortie. À l'orbite de Saturne, à 9 unités astronomiques et demie, la puissance de ce même panneau chute en dessous de 11 W. À Uranus, à environ 19 unités astronomiques, elle s'effondre à environ 2,75 W. À Neptune, à environ 30 unités astronomiques, elle délivre un peu plus d'1 watt. Le panneau est de la même taille, le Soleil est le même Soleil, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une bougie lointaine. Il s'agit là du premier fait, le plus important et le plus inévitable, concernant le système solaire externe. Il est impossible d'alimenter une mission importante avec la seule lumière du Soleil au-delà d'une certaine distance. Non pas que la technologie soit inadéquate, mais parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour la capter. La sonde Juno, qui a atteint Jupiter en 2016, était la première mission entièrement alimentée par l'énergie solaire jamais envoyée vers une planète extérieure. Pour que cela fonctionne, les ingénieurs ont dû l'équiper de 3 énormes panneaux solaires, chacun mesurant près de 9 mètres de long, disposés en spirale autour d'un corps central compact. Une fois ces panneaux entièrement dépliés, Juno a à peu près la taille d'un terrain de basket. Et cet ensemble de capteurs, répartis sur un vaisseau spatial de la largeur de la zone d'en-but d'un terrain de football américain, ne génère qu'environ 480 BAD à Jupiter, à peu près la même puissance que plusieurs ampoules domestiques réunies. Voilà ce que l'on trouve de plus avancé en matière d'énergie solaire sur la 5e planète. Et cela a nécessité un effort d'ingénierie que beaucoup considéraient à l'époque comme risqué. Depuis le programme Pioneer, chaque mission ayant voyagé vers une planète extérieure a nécessité une source d'énergie complètement différente. Une qui n'a absolument rien à voir avec la lumière du Soleil. Cette source d'énergie est appelée générateur thermoélectrique à radioisotope. Et tous les engins spatiaux ayant atteint les confins du système solaire en transportaient un. Les voyageurs les transportent. Cassini les transportait. De nouveaux horizons en portent un. Le concept est simple. Même si l'ingénierie est complexe, une petite quantité de matière radioactive, généralement du plutonium-238, est conditionnée dans un conteneur fortement blindé. Lorsque le matériau subit une désintégration radioactive naturelle, il produit de la chaleur. Autour de lui, un anneau de thermocouple convertit une partie de cette chaleur en électricité. Il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de pièce mobile, il n'y a rien qui puisse mal tourner. Le générateur émet simplement une douce lueur et produit un filet d'énergie modeste mais fiable pendant des décennies, diminuant très lentement à mesure que la désintégration du plutonium réduit la production de chaleur au fil du temps. C'est ainsi que les sondes voyagées lancées en 1977 ont continué à communiquer avec la Terre pendant près d'un demi-siècle. Leurs générateurs ont perdu la majeure partie de leur puissance initiale. Les ingénieurs qui ont géré les missions ont mis hors service les instruments un par un pendant des années, en s'attaquant d'abord aux muscles puis aux os, ne conservant en fonctionnement que les systèmes les plus essentiels. La puissance initiale de Voyager 1 était d'environ 470 W. Aujourd'hui, elle se situe aux alentours de 230 W et continue de diminuer. Lorsque le nombre descendra suffisamment bas pour que les instruments restants ne puissent plus fonctionner, la mission prendra fin. Non pas à cause d'une panne, mais simplement parce que le carburant était épuisé. Toute mission rudimentaire qui tentera un jour d'explorer les confins du système solaire se heurtera à la même réalité. On ne peut pas compter sur le Soleil. Vous devez apporter votre propre chaudière, et celle-ci finira par se refroidir quoi que vous fassiez. Et la quantité de carburant que vous pouvez transporter
fixe une limite supérieure au nombre d'années que vous pouvez survivre. Mais la faible luminosité n'est pas le seul problème. Le système solaire externe introduit, il existe également, et cela surprend véritablement beaucoup de gens lorsqu'ils en entendent parler pour la première fois, un environnement de rayonnement actif autour de Jupiter qui surpasse tout le reste dans le système solaire, à l'exception du Soleil lui-même. Jupiter possède un champ magnétique qui est le plus puissant de toutes les planètes du système solaire, plus de 14 fois supérieur à celui de la Terre au sommet des nuages. Ce champ crée une immense magnétosphère autour de la planète, une lune si vaste que si elle brillait visiblement dans le ciel nocturne, elle paraîtrait plus grande que la Lune. Tout comme la magnétosphère terrestre, le champ magnétique de Jupiter piège les particules chargées dans des ceintures de radiation. Sauf qu'il ne s'agit pas des ceintures que Van Allen a découvertes autour de la Terre. Les ceintures de radiation de Jupiter atteignent leur intensité maximale dans leurs régions internes, des milliers de fois plus énergétiques. La dose qu'un être humain sans protection recevrait en quelques heures près de Jupiter serait mortelle. Le vaisseau spatial Galileo, qui a orbité autour de Jupiter de 1995 à 2003, a dû être construit avec des composants électroniques durcis aux radiations, et même alors, ces systèmes se sont lentement dégradés au cours de la mission. Vers la fin de la vie de Galilée, certains instruments commencèrent à se comporter étrangement, car leurs transistors avaient été progressivement érodés, particule par particule. L'enregistreur a commencé à sauter. L'ordinateur de bord se réinitialisait parfois tout seul sans raison apparente. Et il s'agissait de problèmes que les ingénieurs sur Terre ne pouvaient résoudre qu'en réécrivant le logiciel, car le matériel physique était bien sûr inaccessible. La mission Juno résout en partie ce problème en maintenant la majeure partie de son orbite, loin des ceintures les plus dangereuses, en ne plongeant que brièvement à chaque passage de Peyrov et en construisant un coffre-fort en titane autour de l'électronique avec des parois d'1 centimètre d'épaisseur. Malgré cela, l'environnement radiatif dégrade lentement même Juno. Et chaque mission prévue vers les lunes de Jupiter doit être conçue avec soin, en tenant compte du fait que passer trop de temps dans la mauvaise région de cette magnétosphère risque d'endommager le véhicule. Toute mission rudimentaire qui tentera un jour d'atteindre Jupiter ou ses lunes devra résoudre ce problème pour les humains, et non pour l'électronique, et les solutions ne sont pas évidentes. Parois en titane d'1 centimètre d'épaisseur ou plus, envelopper un habitat d'équipage dans ce type de blindage nécessite d'envoyer d'énormes quantités de masse supplémentaires vers les confins du système solaire, ce qui requiert d'énormes quantités de propergol supplémentaires, et donc d'énormes quantités de tout en plus. La courbe des coûts devient rapidement impitoyable. Il est proposé d'utiliser des réservoirs d'eau comme bouclier anti-radiation autour de l'équipage, l'eau servant à la fois de consommable et de protection. Mais tous ces modèles se heurtent au même problème. Vous essayez de construire un petit bunker nucléaire, puis de le transporter sur une distance d'1 demi-milliard de kilomètres. Et Jupiter n'est que le début du système solaire externe. C'est à peine l'embrasure de la porte. Au-delà de Jupiter, l'environnement redevient calme en ce qui concerne le rayonnement provenant des sources locales. Saturne, Uranus et Neptune possèdent toute une magnétosphère, mais aucune n'atteint l'intensité de celle de Jupiter. Ce qui s'intensifie en revanche, c'est le froid, l'obscurité et le temps. Considérons les distances. Le voyage d'un vaisseau spatial vers Saturne dure environ 7 ans. La mission Cassini, l'une des explorations planétaires les plus réussies jamais réalisées, a été lancée en 1997 et est arrivée à Saturne en 2004, après 7 ans de voyage, grâce à l'assistance gravitationnelle de Vénus, de la Terre et de Jupiter tout au long de son parcours. Voyager 2, qui a effectué le tour classique des planètes extérieures, a survolé Jupiter en 1979, Saturne en 1981, Uranus en 1986 et Neptune en 1989. Du lancement à Neptune, 12 ans. Et voyager se déplaçait rapidement. Toute mission rudimentaire suivant une trajectoire comparable devrait permettre de maintenir des humains en vie, en bonne santé et sains d'esprit à l'intérieur d'un véhicule fermé pendant une décennie, voire plus. Sens unique, sans possibilité de ravitaillement, sans possibilité de sauvetage, sans possibilité de faire demi-tour. Chaque problème abordé jusqu'à présent. Chaque perte de protection qui a commencé dès qu'un vaisseau spatial a traversé les ceintures de Van Allen s'accentue désormais.
Et une nouvelle série de problèmes surgit en parallèle. Le problème le plus évident est la gestion thermique. L'espace n'est pas froid comme l'est une nuit d'hiver. L'espace est vide. Ce qui importe pour un vaisseau spatial, ce n'est pas la température du vide qui l'entoure, mais l'équilibre entre la chaleur qu'il absorbe de la lumière du Soleil et celle qu'il rayonne dans l'obscurité. Dans le système solaire interne, les engins spatiaux consacrent en réalité la plus grande partie de leurs efforts d'ingénierie à éliminer l'excès de chaleur. Les radiateurs constituent le principal défi thermique. Dans le système solaire externe, cet équilibre s'inverse complètement. Il n'y a pratiquement pas de lumière du Soleil à capter. Le véhicule rayonne sa chaleur dans un ciel qui ne lui rend rien. Chaque parcelle de chaleur à l'intérieur des murs doit bien provenir de quelque chose. Et s'il n'y a rien pour la générer, les parois dériveront vers la température de l'environnement local, qui, au-delà de l'orbite de Jupiter, peut être bien inférieure à 150 °C. C'est pourquoi les générateurs de radioisotopes sont si essentiels. Ils ne se contentent pas de fournir de l'électricité, ils fournissent également de la chaleur résiduelle, qui est utilisée pour maintenir les composants électroniques, les conduites de carburant et les éléments structurels du véhicule à des températures leur permettant de fonctionner. Sur Cassini, sur Voyager, sur New Horizons, le plutonium effectue un travail thermique en permanence, et l'électricité est presque un bonus. Dès que ces générateurs cessent de produire de la chaleur, le véhicule entier commence à geler, et tout liquide à l'intérieur, tout propergol, tout lubrifiant, tout liquide de refroidissement, finira par ne plus circuler. Un véhicule rudimentaire, à ces distances, serait confronté à une version bien plus complexe du même problème. L'être humain a besoin d'un habitat maintenu à une température dont l'écart ne dépasse pas quelques dizaines de degrés. En dessous de ce seuil, il meurt. Au-dessus, il meurt. Maintenir cette autonomie avec un simple filet d'énergie solaire disponible implique de brûler du carburant sous une forme ou une autre en continu pendant toute la durée de la mission. Tout ce que vous transportez pour maintenir l'équipage au chaud représente une masse qui a dû être lancée depuis la surface de la Terre, et chaque kilogramme transporté nécessitait des dizaines de kilogrammes de propergol pour être soulevé. Considérons maintenant le délai de communication, qui atteignait déjà plusieurs dizaines de minutes pour une mission sur Mars. À la distance de Jupiter, un signal unidirectionnel met environ 35 minutes au point le plus proche et environ 52 minutes à la distance la plus grande. À Saturne, entre 70 et 87 minutes environ pour un aller simple. À Uranus, environ 2h30 aller simple. À Neptune, environ 4 heures aller simple. Une conversation, si l'on peut l'appeler ainsi, entre un équipage sur Neptune et le centre de contrôle de mission sur Terre impliquerait un délai de réponse de 8 heures entre la question et la réponse. Répondre par oui ou par non prendrait une journée de travail. À ces distances, la Terre n'est plus une source de repères. La Terre est une source d'histoire. Les informations transmises par le terrain à l'équipe sont déjà obsolètes depuis plusieurs heures, au moment de leur arrivée. Tout ce que l'équipage communiquera au sol recevra une réponse dans un délai qu'aucune situation d'urgence aiguë ne saurait attendre. Les astronautes, s'ils existent, ne sont pas réellement en contact avec le centre de contrôle des missions au sens opérationnel du terme. Ils échangent des lettres par-dessus un fossé si grand que les deux interlocuteurs écrivent en réalité à des inconnus. Il ne s'agit pas simplement d'un désagrément, il s'agit d'un environnement psychologique que personne à bord de la Station spatiale internationale n'a jamais eu à endurer. En gare, si vous ne vous sentez pas bien au milieu de la nuit, vous pouvez appeler le médecin de vol et entendre une voix familière au téléphone avant même d'avoir fini de décrire vos symptômes. Sur Neptune, si vous vous sentez mal au milieu de la nuit, vous pouvez envoyer un message et continuer à vous sentir mal pendant les 8 heures suivantes, seul dans un vaisseau spatial avec les mêmes 3, 5 ou 7 personnes avec lesquelles vous êtes seul depuis 10 ans, à attendre une réponse d'un foyer qui ignore tout de votre état. Et c'est là que la 5e, protection, une protection que nous n'avons pas encore pleinement abordée, commence à faillir d'une manière presque impossible à surestimer. Cette protection repose sur l'hypothèse que le matériel peut être remplacé. Toute machine complexe construite par l'homme s'use. Les roulements se dégradent, les joints se fatiguent, l'isolation se fissure, les logiciels accumulent des erreurs. Sur Terre, ce n'est généralement pas un problème grave, car nous remplaçons les composants avant qu'ils ne tombent en panne
ou peu de temps après. À bord de la Station spatiale internationale, il en va de même. Lorsqu'un élément se casse et que l'équipage ne peut pas le réparer, un autre est embarqué sur le prochain vol cargo. Si un système critique présente une défaillance urgente, un ensemble entièrement repensé peut être construit au sol, testé et mis en vol en quelques semaines. Le maintien de l'habitabilité de la station dépend de ce renouvellement constant du matériel, et personne parmi ceux qui travaillent sur le programme ne prétend le contraire. Un vaisseau spatial rudimentaire se rendant à Neptune, voire à Saturne, ne disposera pas de cette option. Chaque composant embarqué avec le véhicule doit pouvoir survivre pendant toute la durée de la mission, plus une marge de sécurité. Les joints du système de survie doivent tenir pendant une décennie. Les soupapes du système de propulsion doivent s'ouvrir et se fermer de manière fiable après 10 ans de vibration continue. Les pompes du circuit de récupération d'eau doivent continuer à pomper sans intervention de maintenance. Les composants électroniques doivent résister à une décennie de dommages causés par les radiations cumulées, y compris les impacts de particules solaires qui pourraient survenir en cours de route. Et quand quelque chose tombe en panne, comme c'est toujours le cas, l'équipage doit le réparer avec les pièces de rechange qu'il a emportées ou avec toute l'ingéniosité dont il peut faire preuve, car aucun véhicule cargo n'arrivera jamais. C'est cette réalité qui a façonné l'ingénierie de voyager il y a un demi-siècle. C'est pourquoi ces deux engins spatiaux restent la référence en matière de construction d'une machine capable de fonctionner pendant des décennies dans l'espace lointain. Chaque sous-système de voyager a été conçu avec une simplicité brutale, des chemins redondants, des marges généreuses et la conviction que toute pièce cassée resterait cassée. Lorsque l'un des propulseurs de Voyager 1 a commencé à se dégrader après des décennies de utilisation, les ingénieurs sur Terre sont parvenus à activer un système de secours qui était resté inactif depuis 1980. Des astuces similaires ont permis à la sonde de fonctionner bien au-delà de sa durée de vie prévue. Mais chacune de ces astuces n'a été possible que parce que les ingénieurs d'origine, installés dans leur bureau à Pasadena dans les années 1970, avaient pensé à inclure une solution de secours dont ils n'auraient jamais imaginé avoir besoin. Toute pièce de rechange qui n'était pas intégrée au véhicule d'origine est une pièce de rechange qui n'existera jamais. Un équipage situé aux confins du système solaire hérite de cette contrainte de la manière la plus littérale qui soit. Ce qui n'a pas pu être inclus au lancement ne peut pas être ajouté. Si un dispositif médical essentiel tombe en panne et que personne n'en a emporté un deuxième, il est définitivement hors service. Si le circuit de recyclage du système de survie présente un défaut irréparable avec les outils de bord, alors ce circuit est compromis pour le reste de la mission. Il n'y a pas d'atelier de mécanique sur place capable d'envoyer des pièces de rechange. Musique. Il n'y a que le magasin à l'intérieur du véhicule et il contient ce qu'il a à offrir. Le système de survie à bord de tout véhicule du système solaire externe serait confronté à un mode de défaillance cumulatif lent qu'aucun programme rudimentaire n'a jamais entièrement résolu. Une boucle de recyclage se dégrade un peu à chaque exécution. Chaque circuit de récupération d'eau, aussi bien conçu soit-il, a un rendement inférieur à 100%. Chaque épurateur de dioxyde de carbone, aussi soigneusement conçu soit-il, finit par se saturer et nécessite une régénération ou un remplacement. Chaque générateur d'oxygène, aussi sophistiqué soit-il, consomme de l'énergie électrique et produit des traces de contaminants qui doivent eux-mêmes être éliminés par d'autres systèmes. Et chacun de ces sous-systèmes comporte des pièces mobiles, des réactions chimiques, des médias filtrants ou des membranes qui se dégradent avec l'usage. À bord de la Station spatiale internationale, cela se fait par le remplacement programmé des composants. Un filtre saturé est remplacé par un filtre neuf livré par le dernier vol cargo. Une pompe usée est remplacée par une pompe de rechange. Une pile de membranes dégradée est remplacée par une neuve. Les systèmes de contrôle environnemental de la station sont en cours de rénovation constante, parce que la Terre ne cesse jamais d'envoyer de nouvelles pièces. Le circuit de recyclage semble fermé vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, il s'agit en réalité d'un système qui fuit lentement, alimenté par un flux constant de livraison. Un vaisseau spatial situé aux confins du système solaire ne peut rien faire de tout cela. Le type de média filtrant lancé au début de la mission constitue la totalité du stock,
Les pompes, membranes et chambres de réaction installées sur Terre sont celles qui doivent fonctionner pendant toute la durée de la mission. Et lorsqu'il se dégrade, ce qui arrivera inévitablement, l'équipage doit travailler avec une efficacité réduite ou passer à un système de secours dont la durée de vie opérationnelle est elle-même limitée. L'ensemble de l'équipage doit accepter qu'un système qui récupérait auparavant 90% de l'eau d'un flux d'entrée donné n'en récupère plus que 70%, ce qui signifie que les réserves d'eau du véhicule s'épuisent plus vite que prévu. Musique. Imaginez ce que cela fait de l'intérieur du véhicule. Chaque semaine, le mécanicien de bord effectue un contrôle de l'efficacité du recyclage. Chaque semaine, le chiffre est légèrement pire que la semaine précédente. En soi, le changement est invisible, mais intégré sur toute la durée d'une mission d'une décennie, cette dérive se traduit par une réelle réduction de l'écart entre ce dont l'équipage dispose et ce dont il a besoin. Aucun vol cargo n'est prévu pour remettre le compteur à zéro. Aucun technicien géotechnique n'est en mesure d'installer une nouvelle membrane. On constate seulement qu'un système qui fonctionnait autrefois sans accroc fonctionne désormais un peu moins bien, et que la tendance extrapolée au retour à la maison n'est pas rassurante. Voici ce que fait un système véritablement fermé sur de longues périodes. Cela enseigne patiemment et sans drame à l'équipage que chaque gramme de chaque consommable est limité. Les astronautes qui ont sérieusement réfléchi à cette question la décrivent comme une forme d'ingénierie maritime poussée à l'extrême, à laquelle aucun navire n'a jamais été confronté. Au XVIIIe siècle, les voiliers transportaient des voiles de rechange, des cordages de rechange, des gréements de rechange et un charpentier, et chaque long voyage consistait en partie à apprendre à vivre de ce stock. Mais les voiliers pouvaient aussi faire escale dans les ports le long du parcours, et ils le faisaient généralement. Un navire traversant le Pacifique dans les années 1800 pouvait passer 2 ou 3 ans loin de son port d'attache. Mais il accostait sur des îles, faisait le plein d'eau douce, achetait du bois, remplaçait son équipage et ne traversait que rarement une étendue d'océan véritablement déserte pendant des semaines d'affilée. Un vaisseau spatial situé aux confins du système solaire ne possède pas de port. Il ne peut atterrir nulle part. Il ne peut pas être réapprovisionné. La surface la plus proche qu'il pourrait toucher, au sens de poser le pied sur le sol, est soit une lune de Jupiter, soit une lune de Saturne, soit l'un des petits mondes glacés de la ceinture de Kuiper. Et dans tous les cas, cette surface n'offre rien d'utile à l'être humain. Pas d'air respirable, pas d'eau liquide à une température supportable pour un être humain, pas d'atelier de réparation, pas de chaleur. La surface, si vous atterrissez dessus, devient un autre problème, et non une solution. Et au-delà de Neptune, au-delà de l'orbite de la planète majeure la plus éloignée, la situation devient de plus en plus calme, froide et lente. La ceinture de Kuiper commence à environ 30 unités astronomiques et s'étend jusqu'à peut-être 50 unités astronomiques. Il s'agit d'un anneau large et fin de corps glacés, pour la plupart petits, dont certains sont des planètes naines. Pluton orbite à l'intérieur de cette structure. Mars et Mars gravitent à l'intérieur. Eris, plus grande que Pluton, orbite à sa limite extérieure. La sonde New Horizons, lancée en 2006, a survolé Pluton en 2015 après un voyage de 9 ans et demi, puis a continué son chemin vers l'extérieur, survolant un petit objet de la ceinture de Kuiper appelé Haricot en 2019, et continue encore son voyage. La lumière du Soleil à la distance de Pluton représente environ 1000 fois moins qu'à la Terre. Si vous vous teniez à la surface de Pluton à midi pile, le Soleil vous apparaîtrait comme une unique étoile très brillante. Vous pourriez encore lire un livre grâce à cela si vous aviez suffisamment chaud pour le tenir, car les yeux humains sont extraordinairement sensibles, et le Soleil, même à cette distance, est encore beaucoup plus brillant que la pleine lune sur Terre. Mais toute technologie alimentée par l'énergie solaire devient finalement inutile. Chaque prise de vue prend plusieurs minutes. Chaque opération se déroule lentement. La perception qu'a le véhicule de son environnement est proche de celle d'une créature des profondeurs marines n'ayant jamais vu la surface. Les délais de communication vers Pluton atteignent environ 5h30 dans un sens, ce qui signifie un aller-retour de 11 heures pour un seul message et son accusé de réception. Et il ne s'agit là que de Pluton, à la limite proche de la ceinture de Kuiper. Musique. Au-delà de Pluton, le délai s'allonge à chaque unité de distance astronomique. C'est là que le sens du sauvetage réaliste disparaît complètement.
Non seulement difficile, non seulement lent, impossible en principe. Si un équipage de mission sur Neptune est confronté à une urgence médicale mettant sa vie en danger un mardi après-midi, et que la Terre l'apprend à minuit, et que la Terre passe l'heure suivante à élaborer les meilleurs conseils possibles. Ce conseil arrive 4 heures plus tard, soit très tôt le mercredi matin selon l'horloge du navire de croisière. Il n'existe aucun scénario dans lequel les secours arrivent physiquement. Il n'y a qu'un seul scénario possible, celui où la Terre observe, attend, pleure, et lit les derniers messages de l'équipage, quels qu'ils soient. Il ne s'agit pas d'un échec d'ingénierie. Voici la géométrie du système solaire externe. Les distances que la lumière elle-même met des heures à parcourir sont des distances qu'aucune mission de sauvetage ne peut franchir. N'importe quel véhicule physique mettrait des années à atteindre l'équipage. Et lorsqu'elle l'aurait fait, ce dont elle les avait sauvés serait depuis longtemps terminé. Il y a là une inversion curieuse qui mérite qu'on s'y attarde. Sur Terre, l'idée même d'être inaccessible est presque anacronyme. Les services d'urgence peuvent arriver partout dans un pays développé en quelques minutes. Même dans les régions les plus reculées, les communications par satellite et l'accès par hélicoptère font la différence entre la vie et la mort pour les personnes qui tombent à travers la glace ou se retrouvent bloquées par des tempêtes en montagne. L'échelle des infrastructures humaines sur Terre est telle qu'une personne en danger réel peut presque toujours être secourue d'une manière ou d'une autre, et la psychologie de la vie moderne repose sur ce postulat. Nous refusons d'accepter la possibilité d'être irrémédiablement perdus. Nous le considérons comme un cas extrême et tragique. Chaque mission qui s'aventure au-delà de Jupiter inverse définitivement cette hypothèse. L'équipage est par défaut irrécupérable. Dès l'instant où les moteurs s'allument pour le vol aller, la zone accessible prend fin. Chaque jour qui passe est un jour à l'intérieur d'une machine qui doit résoudre ses propres problèmes, contenir ses propres accidents, soigner ses propres blessures et réparer ses propres systèmes, ou accepter les conséquences de son incapacité à le faire. Et voici la chose la plus étrange concernant l'environnement au-delà de Jupiter. C'est vraiment calme. Les mesures de voyager montrent qu'une fois passées les magnétosphères intenses des planètes géantes, l'environnement interplanétaire n'est pas plus violent. Ce n'est pas plus dangereux par unité de temps. Le vent solaire est plus ténu. Les événements liés aux particules solaires sont plus faibles lorsqu'ils atteignent cette distance. Même les rayons cosmiques galactiques, qui continuent de frapper le véhicule à peu près au même rythme que dans l'ensemble de l'héliosphère externe, constituent un bruit de fond connu et stable. Il n'y a pas d'embuscade. Il n'existe aucune surprise propre au système solaire externe qu'un vaisseau spatial bien conçu ne puisse gérer. Ce qui vous tue, si quelque chose vous tue, ce n'est pas l'environnement. Il est temps. C'est la lente accumulation de défaillances que personne ne peut corriger à distance. La lente dégradation de composants irremplaçables. Le lent rétrécissement de toutes les marges intégrées au véhicule lors de son lancement. Le fait est que tout problème soluble doit être résolu par l'équipage, et que chaque problème insoluble persistera tout simplement jusqu'à ce qu'il devienne fatal, ou que la mission se termine par un autre moyen. Et autour de tout cela, il y a l'équipage lui-même. Un groupe de 4 à 6 personnes enfermées pendant des années dans un espace partagé, sans nouveau visage, sans nouvelle personne, sans possibilité de sortir par une porte et d'être seul le temps d'un après-midi. Chaque petite manie de chaque membre d'équipage finit par devenir familière. Chaque habitude devient soit une intimité, soit une source d'irritation. Tous les repas sont pris avec les mêmes personnes. Chaque nuit se passe dans le même petit volume. L'équipage ne voyage pas seulement ensemble. Elle constitue, sur le plan fonctionnel, une civilisation à part entière. Un monde où chaque individu connaît tous les autres par leur nom, leur souffle et leur pas, et où le tissu social doit tenir pendant une durée supérieure à celle de la plupart des relations humaines sur Terre, sans interruption. Des psychologues travaillant avec des équipages sur de longues périodes ont documenté ces phénomènes dans des études remontant aux expériences d'isolement soviétique des années 1960 et se poursuivant à travers les programmes modernes de rovers hivernaux en Antarctique et les missions simulées d'1 an sur Mars menées par diverses agences spatiales. Un schéma cohérent. Des petits équipages se retrouvent en isolement prolongé. Dans tous les cas, une forme de sous-groupement. Des alliances se forment.
On finit par devenir la personne que les autres détestent en silence. Quelqu'un se fait pacificateur. Une personne se replie sur elle-même. Quelqu'un devient excessivement joyeux, ce qui agace tout le monde. Ces schémas ne sont pas des échecs de l'équipage. Ce sont les actions que font les êtres humains lorsqu'ils ne peuvent pas partir. Sur le terrain, la réponse est simple. Faites appel à un conseiller. Faites tourner l'équipe. Accordez un week-end de congé à quelqu'un. Dans le système solaire externe, aucune de ces réponses n'existe. Le conseiller est à plusieurs heures de route par radio, et lorsque ces conseils arrivent enfin, le moment est passé. L'équipage ne peut pas effectuer de rotation. Personne ne peut prendre un week-end de congé. Il n'y a que le même volume sonore, les mêmes visages, la même nourriture, les mêmes bruits de machines. Heure après heure, mois après mois, année après année, tout ce que l'équipage avait emporté de la Terre pour se divertir, chaque livre, chaque film, chaque chanson, chaque jeu, a été chargé une seule fois et est désormais limité. La nouveauté doit être créée par l'équipage lui-même. Et quand ce n'est pas possible, les jours passent tout simplement, et les parois du véhicule deviennent plus familières que le souvenir de n'importe quel mur que les astronautes aient jamais connu sur la planète d'où ils venaient. Le Soleil, quant à lui, n'a cessé de décroître dans le ciel. Vu depuis l'orbite de Saturne, sa taille apparente est peut-être 10 fois inférieure à celle qu'elle a depuis la Terre, et elle ne fournit qu'environ 1% de l'illumination. De par l'orbite de Neptune, c'est un point lumineux à peine discernable des étoiles les plus brillantes qui l'entourent. Et au-delà de Neptune, au-delà de la ceinture de Kuiper, au-delà des régions extérieures figées et hontes du système solaire, le Soleil continue de rétrécir. Elle ne devient jamais tout à fait une étoile comme les autres, mais quelque chose de plus étrange est sur le point de lui arriver. Quelque chose de plus important que de simplement s'assombrir. Car la lumière du Soleil n'est qu'un de ses produits. L'autre, celle que vous ne pouvez pas voir mais qui a entouré chaque être humain ayant jamais vécu, celle qui remplit tout le volume de l'espace que nous avons traversé jusqu'à présent, est un vent de particules chargées qui s'écoule du Soleil dans toutes les directions. Ce vent crée une vaste bulle invisible autour de l'ensemble du système solaire. Et au-delà de la limite extérieure de la ceinture Kuiper, cette bulle touche enfin à sa fin. Le voyageur qui atteindra cette limite pénétrera dans un lieu où aucun être humain n'a jamais mis les pieds et que seules 2 sondes spatiales ont exploré. Et de l'autre côté, le Soleil se retrouve pour la première fois de son voyage aller véritablement seul, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Pendant presque toute cette période de voyage vers l'extérieur, une chose a été discrètement, invisiblement, universellement vraie. Le voyageur s'est rendu à l'intérieur de l'atmosphère solaire. Cette affirmation paraît étrange à première vue. On suppose généralement que l'atmosphère du Soleil s'arrête juste au-dessus de sa surface incandescente. La couronne, ce halo couleur perle visible lors des éclipses totales, est souvent décrite comme l'atmosphère extérieure du Soleil, et elle ne s'étend qu'à quelques rayons solaires de sa surface. Dans l'image que la plupart des gens se font du système solaire, tout ce qui se trouve au-delà est du vide, du néant. Cette image s'avère en réalité fausse, ou du moins incomplète, ce qui change tout ce que signifie voyager vers l'extérieur. Le Soleil ne se contente pas de se trouver au centre du système solaire et de rayonner de la lumière. Il expire également toutes les secondes. De chaque point de sa surface, le Soleil émet un flux continu de particules chargées, principalement des protons et des électrons, qui se propagent dans toutes les directions, à des vitesses d'environ 300 à 800 km/h. Ce flux est appelé vent solaire, et il remplit tout le volume d'espace que nous avons traversé, depuis la surface du Soleil jusqu'à des distances si importantes que le vent lui-même commence à ralentir. Le vent solaire n'est pas un élément décoratif. C'est une présence physique. Il transporte avec lui le champ magnétique du Soleil vers l'extérieur, l'enroulant en une vaste spirale qui s'étend sur tout le système solaire. Il malmène les planètes, façonne les queues des comètes, provoque des aurores boréales lorsqu'il entre en collision avec les champs magnétiques de la Terre ou de Jupiter et définit le caractère de chaque kilomètre cube d'espace interplanétaire traversé par un engin spatial. Tout ce qui concerne l'espace profond aux alentours du Soleil est, d'une certaine manière, encore à l'intérieur du Soleil. La bulle creusée par ce vent soufflant vers l'extérieur a un nom. On l'appelle l'héliosphère, musique. Et elle a un bord, pas un mur, pas une discontinuité abrupte qu'on pourrait toucher.
mais une couche limite, épaisse et turbulente, où le vent soufflant du Soleil finit par ralentir suffisamment pour que la pression du milieu interstellaire environnant puisse s'exercer en sens inverse. D'un côté de cette frontière, l'environnement est dominé par le vent solaire, le champ magnétique solaire, le rayonnement solaire, l'autorité du Soleil. De l'autre côté, l'environnement est dominé par tout ce qui se trouve là-bas, c'est-à-dire la matière ancienne, lente, froide et ténue qui remplit l'espace entre les étoiles de la Voie lactée. Cette limite est appelée l'hélioporte, et seulement 2 engins spatiaux l'ont franchi à ce jour. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Toutes deux ont été lancées en 1977. Toutes deux voyagent actuellement sur des trajectoires qui les emmèneront vers l'extérieur pour le reste de leur existence. Bien après que leur générateur se soit tu, bien après que chaque être humain vivant aujourd'hui soit mort. Voyager 1 a traversé l'hélioporte à une distance d'environ 122 unités astronomiques du Soleil. Voyager 2 l'a traversé en novembre 2018 à une distance légèrement plus proche d'environ 119 unités astronomiques. Ces passages ont été confirmés non pas par un événement spectaculaire, mais par une analyse minutieuse de l'environnement plasmatique entourant chaque engin spatial. Parce que du côté opposé de l'hélioporte, la densité du plasma saute brusquement, du côté proche, elle est d'environ 0,02 μg2 particules par cm. De l'autre côté, elle atteint environ 0,055 particules par cm, soit un facteur d'environ 20 fois supérieur. Ce changement, mesuré directement par des instruments embarqués sur les 2 véhicules, a permis aux ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de constater que le vaisseau spatial avait quitté un environnement pour entrer dans un autre. Voyager n'a rien vu non plus. Il n'y avait rien à voir. Il n'y a eu ni spectacle de lumière, ni impact, ni barrière. Le passage d'un état stable à un autre, n'a évolué que très lentement et très discrètement dans les données enregistrées par les instruments à plasma sur une période de plusieurs heures et jours. De l'autre côté, le vent du Soleil avait disparu. Les configurations du champ magnétique s'étaient réorientées. Les concentrations de particules énergétiques s'étaient réorganisées et pour la première fois depuis son assemblage sur Terre, le vaisseau spatial dérivait à travers une matière qui n'avait jamais été touchée par le Soleil. C'est le moment sur lequel il faut s'arrêter, car c'est à bien des égards le plus profond de tout ce voyage vers l'extérieur. Pour chaque être humain ayant jamais vécu, depuis les premiers hominidés de la savane africaine jusqu'aux astronautes à bord de la Station spatiale internationale aujourd'hui, une chose est restée vraie. Ils vivaient à l'intérieur de la bulle du Soleil. Chaque atome de l'air qu'ils respiraient avait, à un moment ou un autre, été lavé par le vent solaire. Chaque mètre carré du sol sur lequel ils marchaient était en quelque sorte une partie musicale du vaste cercle de matière sur lequel le Soleil règne. Chaque étoile qu'ils voyaient dans le ciel nocturne était perçue à travers le milieu invisible et scintillant du vent solaire qui filait devant la Terre à des centaines de kilomètres par seconde, invisible et imperceptible, mais omniprésent. Musique. Ce n'est pas une affirmation mystique. Il s'agit d'un problème physique. Le vent solaire remplit tout le volume du système solaire. Il est fin, incroyablement fin selon les critères de ce que nous appelons l'air. Mais c'est réel. Chaque engin spatial ayant jamais volé, chaque sonde planétaire, chaque télescope en orbite terrestre, chaque rover sur Mars y a été immergé. L'ensemble de la civilisation humaine a existé à l'intérieur d'une unique et immense structure, le héliosphère, à laquelle personne à la surface de la Terre n'a jamais eu besoin de penser, car elle est totalement transparente à la lumière visible et absolument invisible à l'œil nu. Les vaisseaux voyagés sont sortis de cette structure, et ce sont les seules choses que les êtres humains aient jamais construites qui aient fait cela. Vu de l'autre côté de l'hélioporte, le Soleil paraît différent, et ce, d'une manière qui n'a rien à voir avec sa luminosité. À cette distance, la luminosité est évidemment extraordinaire. À l'emplacement actuel de Voyager 1, le Soleil est toujours visible comme une étoile brillante, plus brillante que tout autre objet dans le ciel environnant, mais il n'est plus l'astre souverain qui domine tout point d'observation proche. Si vous vous teniez à bord du vaisseau Voyager et que vous regardiez vers le système solaire interne, vous verriez un petit point lumineux brillant, et autour de lui rien qui puisse vous indiquer qu'il s'agit d'une étoile avec des planètes.
Les planètes elles-mêmes sont bien trop petites et peu lumineuses pour être visibles à cette distance. Vu de la position actuelle de Voyager 1, la Terre est un point minuscule, invisible à l'œil nu sans télescope. Mais ce n'est pas là l'aspect le plus étrange du regard porté sur le passé depuis l'au-delà. Le plus étrange, c'est que, pour la première fois depuis le début de son voyage vers l'extérieur, le Soleil n'est véritablement qu'une étoile parmi tant d'autres, pas le maître de l'environnement local, pas la source du vent qui vous porte, pas celui qui façonne le champ magnétique que vous traversez, une simple étoile. Une en particulier. Certes, celle sous laquelle tous ceux que vous avez connus sont nés, mais au-delà de l'hélopore, il n'exerce aucune autorité particulière sur les environs immédiats. Le vent qui remplit le milieu local provient d'autres étoiles, d'anciennes supernovae, de processus qui se déroulent depuis des milliards d'années à travers la galaxie. La contribution du Soleil à ce mélange à cette distance est négligeable. Voilà ce que signifie quitter le système solaire au sens le plus profond du terme. Ne pas atteindre une certaine distance, ne pas dépasser une certaine planète, ne pas franchir une orbite ou une limite marquée sur une carte. Cela signifie quitter la région où votre étoile jouit d'un statut particulier et entrer dans la région où elle fait partie de la foule. Et voici un fait qui devrait peser lourdement sur quiconque envisage cette traversée. La foule est très clairsemée. L'étoile la plus proche du Soleil est Proxima Centauri, située à environ 4 années-lumière écart. En unité astronomique, cela représente environ 270 000. Voyager un voyage vers l'extérieur depuis près d'un demi-siècle et se trouve à seulement 165 unités astronomiques environ du Soleil. Pour atteindre même l'étoile la plus proche à la vitesse actuelle de Voyager, il faudrait environ 73 000 ans, et Proxima Centauri ne se trouve pas sur la route de Voyager. Voyager n'est pas pointé vers une étoile en particulier. Elle dérive simplement dans les environs, et tout rapprochement avec une autre étoile sera dû au hasard et nécessitera d'énormes laps de temps. L'enseignement à tirer n'est pas que les voyages interstellaires sont difficiles, même s'ils le sont. En résumé, au-delà de l'aéroport, le voyageur se retrouve dans une région qui n'offre aucune destination à proximité. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a que la direction dans laquelle le véhicule était pointé au moment de la traversée, les millénaires qui s'étendent devant lui dans cette direction, et le spectacle changeant lentement des étoiles, toutes individuellement situées à une distance inimaginable. Considérons maintenant ce que cela signifie pour un équipage hypothétique. Toute mission humaine qui franchirait un jour l'hélioport accomplirait à ce moment précis quelque chose de catégoriquement différent de tout ce que les humains ont fait auparavant. Non pas parce que l'environnement physique est plus dangereux. C'est de la musique, c'est à certains égards, moins dangereux que certaines régions du système solaire externe. Le milieu interstellaire local est mince. Elle contient du gaz, de la poussière, un champ magnétique, des rayons cosmiques, mais rien qui puisse détruire un véhicule bien protégé plus rapidement que l'héliosphère externe. En termes de survie instantanée, le côté opposé de l'héliotrope n'est pas manifestement pire que le côté proche. Ce que c'est est inaccessible en sens inverse. Chaque seuil abordé jusqu'ici dans ce parcours était en principe surmontable. Un équipage en orbite terrestre basse pourrait revenir en 3 heures et demie. Un équipage se trouvant à proximité de la Lune pourrait revenir en quelques jours. En principe, un équipage pourrait revenir de Mars lors de la prochaine fenêtre de lancement, même si celle-ci pourrait se présenter dans plusieurs mois. Un équipage en mission sur Jupiter ou Saturne n'aurait pas pu être secouru. Mais leur véhicule suivait toujours en principe une trajectoire qui finirait par les ramener chez eux, car l'assistance gravitationnelle et une planification minutieuse de la trajectoire pouvaient encore rendre le retour possible à l'échelle humaine. Au-delà de l'héloport, cela n'est plus vrai dans aucun sens significatif. Voyager 1 s'éloigne du Soleil à environ 17 km/h, ce qui est plus rapide que n'importe quel engin spatial rudimentaire s'étant jamais éloigné de la Terre. Même à cette vitesse, inverser le cap nécessiterait de décélérer à partir de 17 km/h, de s'arrêter, puis d'accélérer à nouveau vers le Soleil de 17 km/h, ce qui représente un changement total de vitesse de 34 km/h, ce qui dépasse de loin les capacités de tout système de propulsion actuellement installé sur Voyager, ou de tout véhicule rudimentaire jamais conçu. La trajectoire est en pratique permanente. Un équipage traversant l'héliport accomplirait donc quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant.
pénétrer dans une région d'où aucun retour n'est technologiquement possible avec les ressources qu'ils transportent. Non seulement difficile, non seulement lent, mais impossible avec le navire à bord duquel ils sont arrivés. Et ce fait a un poids psychologique auquel aucune ingénierie ne peut préparer un être humain. Depuis les premiers marins, quittant la Méditerranée pour l'Atlantique jusqu'aux astronautes d'Apollo 11, marchant sur la Lune, tous les explorateurs de l'histoire humaine ont su d'une manière ou d'une autre que le foyer était accessible, lointain, parfois mortellement lointain, mais accessible. La maison était un endroit que l'on pouvait désigner du doigt et dire « Si je fais demi-tour maintenant, je pourrais y retourner un jour. » Cette conviction est l'une des choses les plus profondes qui permettent aux êtres humains de rester fonctionnels lors de longs voyages. C'est ce qui permet de garder la raison lors des traversées océaniques. C'est ce qui a permis aux astronautes d'Apollo de regarder la Terre depuis la Lune et d'éprouver le mal du pays plutôt que le sentiment d'être perdu. L'équipage au-delà de l'hélicoptère perd cette conviction. Leur véhicule est orienté vers l'extérieur. Il ne peut pas faire demi-tour. Le soleil derrière eux est une étoile brillante, pas une maison. L'étoile la plus proche devant eux est inaccessible de leur vivant. Il n'y a pas de destination. Il n'y a que la direction du voyage, les années de provisions à bord du véhicule et la distance croissante qui les sépare de tout ce qu'ils ont jamais connu. La communication, quant à elle, s'est étendue à une échelle qui en change complètement le sens. Depuis la position actuelle de Voyager 1, un signal radio met environ 23 heures pour atteindre la Terre dans un sens. Un échange aller-retour prend environ 46 heures. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, qui communiquent encore avec Voyager, attendent régulièrement près de 2 jours complets entre l'envoi d'une commande et la confirmation que le vaisseau spatial l'a reçu et exécuté. Et cela se situe à la distance actuelle de Voyager 1, qui ne représente que le tout début de la région interstellaire. Plus les distances s'accroissent, plus les délais de communication s'allongent, passant de semaines à des mois, voire des années. À un certain moment, la communication cesse de fonctionner comme une communication. Cela devient une diffusion dans le passé. L'équipage, s'il y en avait un, enverrait des messages qui arriveraient sur Terre des années après les événements qu'il décrivait. La Terre envoyait des messages qui arrivaient des années après n'importe quelle question posée par l'équipage. Les deux interlocuteurs seraient, à proprement parler, en train de parler à des inconnus. La personne qui avait posé la question serait âgée ou décédée au moment où la réponse parviendrait. La personne qui recevait la réponse aurait continué sa vie ou ne l'aurait jamais reçue. Car le véhicule était trop éloigné pour que son signal atteigne la Terre avec une force exploitable. Les missions voyagées sont vouées à une fin tragique précisément pour cette raison. Leurs générateurs sont en train de rendre l'âme. Dans les prochaines années, le plutonium-238 contenu dans les générateurs radioisotopiques se désintégrera au point où le faible filet d'énergie restant ne pourra même plus alimenter les instruments les plus élémentaires. Les ingénieurs gèrent ce déclin depuis des décennies, en arrêtant les instruments un par un, en mettant hors service les sous-systèmes, en ne conservant que l'essentiel. À terme, il ne restera plus rien d'essentiel. Les véhicules se tairont, continuant à s'éloigner à 17 km/h, emportant toujours leur disque d'or, conservant toujours leur minuscule bibliothèque gelée de salutations de l'humanité, mais incapables désormais de nous répondre. Ils dériveront à jamais, sans énergie, sans communication, transis de froid, et leur existence ne sera préservée que par l'absence de tout ce qui pourrait les arrêter. Voilà l'avenir de chaque véhicule qui emprunte cette voie. Qu'il transporte des humains ou non, qu'il transporte des instruments ou non, qu'il ait été construit en Californie dans les années 1970 ou dans une usine du futur lointain qui n'a pas encore été imaginée, la musique, la traversée vers l'extérieur, est un passage à sens unique vers le silence et le froid. Et ceci nous amène enfin au sens central de tout le voyage que nous avons suivi. Chaque étape de cette histoire a fait disparaître quelque chose. L'orbite terrestre basse élimine l'atmosphère, mais conserve le champ magnétique, la communication en temps réel, le retour à la maison en 3h30 et le ravitaillement mensuel. L'espace paraît effrayant vu du sol, mais à l'intérieur de la station, il n'est pas mortel, car la Terre assure une grande partie du travail nécessaire à la survie de l'équipage, qui n'a donc que rarement à s'en apercevoir. Au-delà des ceintures Van Allen, la protection magnétique s'amenuise.
Le rayonnement cesse d'être un problème terrestre et devient un problème pour le vaisseau spatial. Les retards de communication deviennent perceptibles, puis se chiffrent en minutes. Le sauvetage devient impossible pendant toute la durée du vol. Le réapprovisionnement devient totalement impossible. L'équipage apprend à résoudre ses propres problèmes car il n'y a pas de solution plus rapide. La gestion thermique devient un combat permanent. L'équipement doit pouvoir fonctionner pendant des années sans intervention de maintenance. Les délais de communication s'allongent jusqu'à plusieurs heures. Chaque problème doit être résolu avec ce qui se trouve déjà à l'intérieur des murs. Au-delà de l'héliophore, même l'atmosphère solaire est laissée derrière. Le véhicule pénètre dans une région où le Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Là où aucun retour n'est possible avec les ressources à bord, là où la communication prend des jours ou des années pour effectuer un seul échange, et là où l'équipage, s'il existe, a franchi la frontière d'un pays où aucun être humain avant lui n'a jamais mis les pieds. À chaque étape de ce voyage, l'univers lui-même n'est pas devenu plus violent. La physique de l'espace est la même à la distance de voyager qu'à la Station spatiale internationale. Le vide est le même. La gravité fonctionne de la même manière. La lumière se propage à la même vitesse. La chimie obéit aux mêmes règles. Il n'y a pas de monstre qui attend aux confins du système solaire. Il n'existe pas de mur de danger au-delà duquel tout serait pire. Ce qui change, et ce qui change de manière spécifique et progressive, ce n'est pas l'environnement, c'est la présence de la Terre en elle. À proximité de la Terre est partout. Le champ magnétique vous entoure. Les voix de chez vous vous parlent à l'oreille en temps réel. Le canot de sauvetage est amarré devant votre porte. Le prochain ravitaillement aura lieu dans quelques semaines. Chaque problème que vous pourriez rencontrer est un problème que quelqu'un d'autre vous aide à résoudre. Vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes, à tous les égards, toujours chez vous. L'espace n'est qu'une adresse. Sur la Lune, la Terre commence à devenir un endroit avec lequel on ne peut communiquer qu'avec un léger décalage. Sur Mars, la Terre devient un endroit où vos lettres sont répondues en une journée ouvrable. À Jupiter, la Terre devient un lieu qui lit votre histoire et écrit votre avenir, et vous ne pouvez plus être sûr de l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque les messages se croisent. À Neptune, la Terre devient un endroit où l'on envoie des lettres, sachant qu'elles ne seront reçues que des heures plus tard et que la réponse n'arrivera pas avant la fin de la journée de travail. À l'endroit où elle se trouve, la Terre devient un lieu qui vous parle jour après jour. Au-delà, la Terre devient un lieu qui vous parle au fil des années, puis plus du tout. Voici la forme de l'horreur. Non pas que l'univers soit vide, ça a toujours été le cas. Non pas que les distances soient énormes, ils l'ont toujours été. Non pas que les lois de la physique soient inhospitalières, ça a toujours été le cas. L'horreur, c'est qu'à mesure que vous voyagez vers l'extérieur, vous cessez progressivement d'être connecté au seul endroit de l'univers qui ait jamais été construit pour vous. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ne sont pas réellement dans l'espace, pas dans ce sens. Ils sont encore entourés par tous les abris invisibles de la Terre, et tous les services qui les desservent restent connectés. Les équipages d'Artemis qui s'aventurent au-delà des ceintures de Van Allen sont les premiers humains en plus de 50 ans à franchir ce seuil. Et ils auront l'impression que la porte se referme derrière eux pendant les 10 jours de leur vol. Tout futur équipage se rendant sur Mars passera des années dans un pays où la porte restera derrière eux tout ce temps et ne pourra pas être ouverte. Tout futur équipage envoyé aux confins du système solaire passera une décennie dans un pays où même le souvenir de la porte s'estompe. Et tout futur équipage traversant cet hélicoptère, si un tel hélicoptère existe un jour, passera le reste de sa vie dans un pays où la porte se trouvait sur un autre continent, à un autre siècle, dans un tout autre monde. Les personnes qui étudient ces trajets ne les formulent généralement pas en ces termes, car ce sont des ingénieurs et des physiciens, et le langage de leur profession est mesuré. Mais la réalité qu'ils décrivent aboutit à quelque chose qui mérite d'être dit clairement. L'espace devient de plus en plus terrifiant à mesure que l'on voyage loin. Non pas parce que l'univers devient plus cruel, mais parce que le monde qui vous a façonné est de plus en plus en retard. L'atmosphère disparaît et ne revient pas. Le champ magnétique persiste et ne revient pas. Le contact en temps réel est perdu et ne revient pas. Le canot de sauvetage est abandonné et ne revient pas. La lumière du soleil habituelle disparaît et ne revient pas. La possibilité de réapprovisionnement est abandonnée et ne revient pas.
L'opportunité de sauvetage est perdue et ne se représente pas. Le vent du soleil s'est éteint et ne revient pas. Chacune de ces pertes est silencieuse. Aucun d'eux n'arrive avec un avertissement. Aucune de ces actions ne peut être inversée par aucune technologie connue. Et chacun d'eux est un morceau du monde qui faisait autrefois partie de vous. L'équipage qui traverse l'héliophore n'est pas entré dans un univers plus dangereux. Ils sont simplement arrivés au dernier seuil, ont regardé en arrière et ont compris que tous les seuils précédents s'étaient refermés derrière eux. Aucune fin dramatique ne les attend là-bas. Il n'y a pas d'environnement plus violent après le dernier. Il ne reste que la lente prise de conscience qu'ils se trouvent dans un endroit inaccessible au secours, où aucun message ne peut être rapidement trouvé, où aucun canot de sauvetage ne peut être récupéré, où aucun ravitaillement ne peut être reconstitué, où aucun soleil ne peut éclairer correctement et où aucun foyer ne peut véritablement les abriter. L'univers qui les entoure est, à bien des égards, plus calme que l'héliosphère extérieure qu'ils viennent de quitter. Mais le monde pour lequel ils ont été créés est désormais inaccessible à tous les égards qui ont jamais compté. Voilà l'horreur ultime. Non pas que l'espace soit vide, non pas que l'espace soit dangereux, mais que l'espace, patiemment et progressivement, sans jamais élever la voix, supprime tout lien entre le voyageur et le monde qui l'a créé. Et lorsque le voyageur comprend ce qui s'est passé, les suppressions ont déjà eu lieu et il est impossible de les annuler. Le soleil au-delà de l'héliophore est une étoile brillante. C'est magnifique. C'est toujours, d'une certaine manière abstraite, un foyer, mais un foyer plus petit qu'il n'a jamais paru à l'œil nu, et la distance entre le voyageur et cette distance augmente à chaque seconde. Et aucune force humaine ne peut réduire à nouveau cette distance. Voilà ce que signifie voyager vers l'extérieur. Voilà ce qui vous attend au bout du voyage. Ni monstre ni mur, juste la séparation silencieuse, permanente et irréversible du voyageur d'avec toutes les mains qui auraient jamais pu l'atteindre. Et l'univers, pour sa part, n'a rien d'autre à faire. Il suffit de maintenir les distances telles quelles et de laisser le voyageur poursuivre son chemin. C'est finalement ce qui